Bonsoir à tous, on va commencer cette soirée des transitions. On est ravis de vous voir ici évidemment. Tout petit rappel justement sur ce qui va se passer ce soir. Soirée des transitions, c'est un concept très simple. On n'est absolument pas ici dans un mode de conférence. Les gens qui sont là ont un rôle évidemment, mais le but c'est surtout que vous puissiez dialoguer, poser des questions, participer, intervenir, réagir. Vous allez voir des images sur l'écran évidemment qui vont illustrer les sujets qu'on abordera ce soir. Donc 2 sujets, Camille va vous les rappeler. Et puis l'idée bien entendu c'est que nous puissions tous ensemble avoir une discussion avec les personnes qui sont sur cette scène avec nous et puis vous qui êtes là pour passer cette soirée et que vous puissiez finir cette soirée en ayant cette sensation d'avoir appris, réagi, participé, dit ce que vous pensiez, quels que soient les sujets. Bonsoir à tous et à toutes. On peut-être avant ça dire un mot de la Mountain Academy parce que du coup c'est le dernier temps de clôture de ces 2 jours auxquels bon nombre d'entre vous ont participé aux différents ateliers et causeries. Que c'est un événement qu'on a co-organisé avec à la fois l'Office du tourisme d'Héménuire et la collectivité et que c'est une idée originale de Mountain Changemaker et Mountain Riders que nous représentons ce soir. Donc 2 associations qui agissent pour la transition des territoires de montagne. Vous dire aussi en préambule et peut-être pour compléter ce que Laurent a dit que le but du jeu c'est pas simplement que vous écoutiez ce que les intervenants ont à dire mais que vous puissiez vraiment participer. Pour ça vous avez 2 chaises qui sont là et qui sont vides et le but du jeu c'est de venir y poser vos questions, de partager vos témoignages, vos réactions, poser vos interrogations aussi. Donc le but du jeu c'est que vous n'allez pas rester tranquillement au fond de votre chaise, on vous prévient. Du coup, on a ce soir 4 intervenants, même 6. Vous allez voir les modalités d'intervention qui vont être différentes. On a Stéphane Labranche, qui est sociologue du climat. J'en dis pas plus, il nous racontera tout ça. Fabien, toi qui es rider, réalisateur, qui nous apportera aussi un témoignage et qui nous parlera d'un film réalisé l'année dernière. Amélie, qui nous arrive tout droit de Paris 2024, Marlène, que vous connaissez tous, Nico Didry, maître de conférence à l'UGA, et Thierry Suchet, acteur engagé local, restaurateur commerçant. Ce soir, on va aborder 2 sujets. Le sujet, et on va commencer par celui-ci, de la saison d'été. Est-ce que la question qu'on s'est posée, en tout cas quand on a préparé cette soirée, c'est est-ce qu'on peut parler de l'été comme le nouvel or blanc ? Et quand on aura bien traité ce sujet, on partagera sur la question des JOP, enfin des Alpes 2030, et de la question de l'héritage sur un territoire comme le vôtre, qui, à ce jour, n'accueille pas encore d'épreuves. Alors la première partie, en effet, sur le besoin de réfléchir à l'été et au changement. Le nouvel or blanc, certainement pas, mais l'été doit participer à maintenir l'économie, en tout cas à préserver l'économie touristique, même dans des périodes estivales où l'or blanc, sur certains territoires, peut être présent beaucoup moins que 16 semaines, comme c'était le cas avant. Donc effectivement, l'été a ça d'intéressant qu'il permet une forte diversification des activités et que forcément, ça peut bénéficier à la période hivernale. Il y a une progression de l'été, évidente, lente. La prédominance du littoral est incontestable. Il y a 2 populations sur lesquelles il y a une progression. Il y a une progression chez les jeunes, 25-35 ans. Nombreux sont les jeunes plutôt urbains à avoir beaucoup d'amour pour de l'outdoor sous toutes ses formes. Une de mes phrases habituelles, mais la montagne offre une capacité à pratiquer des activités outdoor quasiment sans limite. Et également, à certains moments, et on a pu le voir cet été, avec les 2 périodes caniculaires, des retraités qui peuvent venir de façon plus fréquente sur la montagne. La clientèle étrangère est également, tranquillement, mais sûrement de plus en plus présente l'été en montagne. Le fait est que les Suisses et les Autrichiens, ils ont une situation qui est très différente de la nôtre. Ils n'ont pas de problématique d'offres tout au long de l'année.
On voit qu'en France, il commence à y avoir des stations qui travaillent le sujet de la sorte. Je veux dire, quand les saisies achètent les murs du restaurant qui est au sommet de leur domaine, parce qu'ils en ont marre que ce soit fermé à partir de mi-mars, et puis qu'il ne se passe plus rien le restant de l'année, aujourd'hui, la montagne, l'été, n'offre pas que des balades. Elle offre chez les Autrichiens et chez les Suisses beaucoup d'activités avec, comme pour l'hiver, la possibilité de se restaurer, la possibilité de faire un certain nombre de choses. La montagne doit offrir un grand nombre d'activités, doit le maîtriser. Il faut absolument que la consommation, entre guillemets, d'activités en montagne soit cadrée. Et c'est bien ce que nous essayons de faire de façon plus ou moins structurée. Mais en tout cas, ça passe par une organisation qui est plutôt autour d'un resort en montagne, dans le bon sens du terme. Et finalement, vous pouvez faire plusieurs activités qu'on essaye de structurer dans l'usage de l'espace et dans l'usage qu'il en est fait dans le temps. En l'état actuel des choses, on ne gagnera jamais autant d'argent l'été que l'hiver, tout simplement parce que le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, c'est 5% l'été, 95% l'hiver dans la majorité des cas. Il y a des contre-exemples, mais je veux dire, en règle générale, c'est ça. Par contre, l'immense difficulté qu'a la montagne, et ça, objectivement, par rapport au littoral, c'est une immense difficulté, c'est que les deux clientèles, hiver et été, sont totalement différentes. Le niveau de vie n'est pas le même. Ça nécessite absolument qu'on s'adapte. Un restaurant peut pas l'été faire à part les macarons Michelin les plus connus, mais je veux dire ne peut pas aller chercher un ticket moyen. L'été devrait être considéré aussi comme un produit d'appel pour l'hiver. Le Club Med le fait très bien. Le Club Med a amélioré la part de chiffre d'affaires de l'été à périmètre constant de 10%. Avec des prix qui n'ont strictement rien à voir. Donc vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut faire venir l'été, voilà. Mais donc ils ne gagnent pas d'argent ou quasiment pas. Par contre, ils limitent le nombre d'offres faites par le Club Med. Par contre, pour eux, c'est un produit d'appel, c'est-à-dire que c'est des gens qui jamais auraient pu se payer une semaine au Club Med, qui finissent par s'en payer une. Et donc tous ces jeunes et ces gens qui se payent une semaine au Club Med, ils finiront par venir l'hiver. Là, actuellement, ce qu'on doit se dire, c'est qu'il faut tirer sur la corde du ski jusqu'au bout pour financer la suite. Et déjà, beaucoup de territoires, on se raisonne dans là. Je ne suis pas en train d'inventer un concept, mais c'est réellement ce vers quoi on va. Et ça passe par la création de nouvelles activités, de forfaits multi-activités qui bénéficieront forcément à l'hiver, au moment où l'hiver sera plus complexe. Les gens auront pris l'habitude d'aller en montagne, dans un cadre incroyable, un air sain. Mais le truc, c'est que ils seront certains d'avoir quelque chose à faire autre que le ski. Denis Morer qui vient de nous partager son point de vue. Nico, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux du coup nous dire aujourd'hui quels sont selon toi les enjeux de la diversification touristique que tu identifies au regard de ce que Denis vient d'évoquer? Alors déjà, la question de la diversification, on parle que touristique pour l'instant, entre hiver et été. Alors moi, je ne suis pas 100% d'accord avec tout ce que Denis a dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être juste vous dire que je suis aussi moniteur de ski et que je fais partie du monde de la montagne aussi, c'est important. Je suis un chercheur, mais pas déconnecté du tout du terrain. Je mets mes lunettes parce que je vais vous annoncer 2-3 chiffres. En fait, il y a une étude qui a été faite par Atout France et qui montre que en fait, les gens viennent... que recherchent les gens à la montagne l'été? Et là, Denis rentre un peu dans ce préjugé qu'on a, c'est de dire il faut des activités. En fait, les gens à la montagne, ils ne viennent pas à la montagne l'été pour faire des activités. Ça arrive même en 4e position. Les déclencheurs d'un séjour à la montagne l'été, donc ça c'est l'étude Atout France qui est parue au mois de septembre, qui a été réalisée cet été. Ça arrive en 4e position des activités proposées qui déclenchent un séjour à la montagne. C'est 16% seulement. Mais qu'est-ce qui arrive en 1 ? 81%, les gens ils viennent pour le cadre et l'environnement.
Voilà, ça c'est la première chose. Donc 68%, voilà, c'est la nature, le cas de l'ambiance. Bon, bref. Deuxième chose, la qualité des expériences. Mais qu'est-ce qu'on dit par expérience? C'est des expériences de déconnexion et de retrouvailles. Ok. Et troisième source de motivation, le terroir, la découverte. Tu vois, c'est à venir chez toi un peu, Thierry, peut-être. Le patrimoine, la culture, la gastronomie. Et en gros, on est le problème, c'est que dans le monde de la montagne, on a transposé le modèle hivernal au modèle estival. Et en fait, ça ne marche pas. Et je donne toujours cet exemple-là. Les gens, quand ils vont en vacances l'été à la plage, ils font quoi? Ben ouais, rien. Et les vacances, c'est pour faire quoi? Rien. Le farniente. Ok. Et ça, la montagne, elle n'a pas su vraiment... On est resté sur ce modèle-là hivernal et on n'a pas su proposer ce qu'on appelle la contemplation. Alors qu'il y a tout pour faire ça en montagne. Et voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, Camille. Voilà, par rapport à ça. Merci. Marlène, je vais t'inviter à prendre la parole parce que c'est un sujet qui te concerne aussi pleinement. J'invite aussi nos autres intervenants à réagir. Mais quel est ton point de vue, toi, sur cette diversification touristique l'été et quelle est la situation des belles villes aujourd'hui? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas et Denis et apporter un éclairage des belles villes, puis une conviction personnelle. En tout cas, le constat qu'on a fait, nous, dans les années 2019-2020, avec vous tous d'ailleurs, parce que vous étiez souvent autour de la table, c'était deux choses. Alors, je ne vais pas contredire, mais en tout cas compléter. Première chose, les Alpes du nord d'altitude se sont vendues l'été en disant comme on n'a que dalle, qu'il fait froid, venez parce que c'est pas cher. Donc, on a acculturé une clientèle et des hébergeurs partenaires à dire on a tellement pas conscience de la qualité de l'offre qu'on peut offrir que voilà, donc on a tous vendu et on s'est battu. Et nous, je pense qu'on a été excellents dans la vallée des belles villes, qu'on a été les premiers à créer une carte multi-loisirs à l'époque. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est des sujets de débat et on en prend parfois un peu plein la figure sur ce sujet-là, mais à l'époque, la carte multi-loisirs, qui a été un succès dans les belles villes, qui a été un succès avec les hébergeurs qui package, avec vraiment une orientation très activité. Je prends l'exemple de Bellambra, puisque c'était une offre Sogevab, il y a Cyril qui est par là. Bellambra achetait la carte multi-loisirs, donc c'était il y a 20 ans, 20 € par personne. Et dans cette carte, il y avait tous les centres sportifs de la vallée des Belles Villes, toutes les remontées mécaniques de la vallée des Belles Villes. On pouvait faire regarder ses enfants toute la semaine, toute la journée, pour 20 €, du judo, du fitness, etc. Moi, mes enfants, à 20 € la semaine, je les ai jamais fait garder. Donc, nous, en tout cas, on a été super compétitifs, attractifs. Les hébergeurs se sont rués là-dessus parce que c'était hyper attractif à vendre. Et donc, on a aussi acculturé notre clientèle à ces histoires de pass multi-activités. Ce qu'on retrouve à Ting, ce qu'on retrouve aux Arcs avec le Hero Pass, qui est un excellent produit. Voilà. Donc nous, on essaye tous ensemble depuis 2020-2021 de faire migrer ça, et je partage les mêmes convictions de fond. Et en plus, quand nous, on l'a réfléchi, c'était au moment du Covid. Et juste après le Covid, comme les vacanciers en général ne pouvaient pas sortir de France, y compris les propriétaires qui avaient acheté, avaient investi à Saint-Martin, etc. Donc une clientèle assez aisée, pas la clientèle multi-activité, le multi-loisirs. Donc, ils répondaient aux études en disant qu'ils avaient une super appétence montagne, et ils sont venus les 2 étés post-Covid. Et nous, on s'est dit, oh, on a été trop fort. En fait, on a tout compris, on a eu raison. Et puis, on se rend compte collectivement que c'est pas si simple que ça. Je rejoins Denis. Tu témoigneras d'un cas particulier pour toi, en l'occurrence, Thierry. Donc, c'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, pour les Menhirs et pour Valto, c'est moins le cas pour Saint-Martin, mais quasiment 60% de notre remplissage, il est fait par MMV, par Pierre et Vacances et par Bellambra. Partenaires essentiels qu'on a ignorés parce qu'on s'est planté en 2020, on n'a juste pas pensé à eux. Nous, on a juste pensé à la nouvelle clientèle qui allait choisir la montagne pour ce qu'elle est, et on a oublié la clientèle qui venait pour le multi-activité. Donc, on est allé un peu loin. Donc, on en a pris plein la figure, donc on s'est planté, enfin, voilà, sur un certain nombre de choses. Donc, moi, mon sujet, c'est de marcher sur les 2 jambes pendant un moment, de travailler avec ces gros hébergeurs qui viennent encore nous voir pour essayer de nous challenger sur les prix, parce qu'ils sont dans cette logique-là. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous font le remplissage, tout en continuant à travailler la montagne pour ce qu'elle est, le concept du voyage ascensionnel que certains connaissent déjà. Donc voilà, je réponds en partie au sujet, c'est-à-dire que je partage la vision fondamentale. Dans le timing, je pense que nous, on a voulu aller trop loin et que la concurrence est encore super sur les prix, super dans la multi-activité. Et que voilà.
Et l'activité aussi, on l'entend que activité sportive à sensation. Et la suite des chiffres, quand on demande aux gens les activités que vous préférez, enfin que vous voulez faire en montagne, en 1 arrive découverte de la faune et la flore, en 2 farniente, ce qui est considéré comme une activité, hein. Et en 3 les activités d'eau, canyoning, donc c'est là où Fabien, là, t'as ton mot à dire l'été. Et voilà, donc l'eau reste quand même quelque chose d'important. Moi, j'ai une vraie certitude en fait, sur le fait que la montagne soit attractive à l'avenir, à moyen terme, sur le fait que ce soit un refuge climatique, mais pas que climatique, un refuge aussi de sécurité. On vit dans des environnements très particuliers, très protégés à tout point de vue l'été. Donc, voilà. Et l'étude Atout France, elle est confortée. L'étude qu'on fait BVA Compagnie des Alpes l'été, depuis 3 ans maintenant, va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en termes de déclaratifs, les paysages, la déconnexion, la reconnexion à soi et à l'environnement, évidemment. Et ça, c'est ceux qui répondent ça sont toute la nouvelle clientèle qu'on va aller chercher. Il faut quand même pas qu'on oublie l'ancienne qui nous fait vivre aujourd'hui, quoi. S'il y a des réactions, vous n'hésitez pas. Moi, je voulais peut-être qu'on fasse réagir Thierry justement sur son expérience sur ton établissement. Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils aiment? Pourquoi ils reviennent? Qu'est-ce que tu as voulu créer comme expérience? Ok, avant de répondre précisément à ta question, je suis obligé quand même de vous parler un peu de l'histoire et de qui on est, parce que j'ai compris qu'il y avait des gens qui venaient des vallées voisines, donc ils ne nous connaissent pas forcément, encore que certains si. Mais donc chez Pépé Nicolas, c'est un établissement qui est situé entre Les Menuires et Val Thorens. On a une chance incroyable. Effectivement, on est au pied du glacier de Péquelé-Polsé, avec une vue incroyable sur le Vallon du Loup et une très belle vue sur la vallée des Bellevilles. On a eu la chance de reprendre l'exploitation agricole de notre grand-père en 86. Et en fait, nous, notre ADN, c'est effectivement la saison d'été. Donc effectivement, par rapport à la plupart de nos confrères, on est complètement atypique, notamment ceux qui ont un positionnement très, très hiver. On est ouvert, nous, la saison d'hiver uniquement depuis 11 ans aujourd'hui. C'est en 2014 qu'on a ouvert la saison d'hiver. Et si vous étiez venu chez Pépé Nicolas il y a ne serait-ce que 15 ans, ben, vous auriez vu en fait un alpage avec un tout petit établissement, une petite terrasse avec des très beaux parasols Coca-Cola, où on servait une cuisine absolument rudimentaire. On n'avait pas d'électricité. Et donc, il faut reconnaître quand même que le fait qu'une piste de ski allait passer à proximité, ça nous a permis de mettre en place un développement important. Voilà. Donc, bien comprendre que nous, notre ADN, c'est la saison d'été. Et alors, je réponds maintenant à ta question. Qu'est-ce que viennent chercher les clients chez nous? Là, je parle de l'été. Hein. Bah, ils viennent chercher chez nous avant tout une expérience. Voilà. Parce que venir chez Pépé Nicolas, c'est dire, on ne va pas simplement faire un déjeuner ou un dîner. On essaye, on a depuis 10 ans maintenant, on essaye en permanence, en famille, de réfléchir quelles sont les expériences qu'on peut faire vivre à nos clients. Ça va de la réflexion de l'arrivée du parking jusqu'à l'arrivée dans notre établissement et voire même jusqu'à leur départ. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur la qualité d'accueil. Voilà. On forme nos équipes. On a aujourd'hui en saison d'été, on a 34 salariés qu'on forme justement sur les notions de service, de qualité d'accueil. On travaille beaucoup sur l'atmosphère du lieu. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Il faut effectivement que les gens se sentent bien et qu'on essaye d'apporter, nous, des différences par rapport à certains de nos confrères. Alors tout ça, c'est fait dans le temps et on continue d'évoluer et on va continuer d'évoluer. On s'est beaucoup renseigné, on a été voir d'autres établissements dans les Alpes, pas seulement françaises, mais les Alpes européennes, pour voir qu'est-ce qui se faisait le mieux par ailleurs, pour essayer d'en retirer la substantifique moelle. Et donc, on va continuer à évoluer dans ce sens-là pour faire vivre vraiment une belle expérience à nos clients. Et puis, en dernier lieu, chez Pépé Nicolas, c'est pas seulement un restaurant. On a un restaurant, on a une boutique, mais on a à l'origine, quand même, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même ce qui nous constitue, c'est que nous sommes des agriculteurs. On est des agriculteurs et on a la chance aujourd'hui, j'ai la chance personnelle, en famille on a la chance d'avoir mon neveu Valentin qui a constitué une équipe autour de lui et qui continue à avoir un troupeau d'alpage et d'estive, à fabriquer notre fromage. On fabrique notre fromage, on l'affine et on le vend directement dans notre propre boutique. Voilà. Et on a adjoint depuis 2019, le temps passe vite, un jardin en permaculture, justement pour produire du local. Et ce jardin, on ne voulait pas seulement en faire
un jardin pour notre propre production de nos restaurants. Donc chez Pépé Nicolas, plus un restaurant qu'on a également à Saint-Martin qui s'appelle Le Montagnard. Petite publicité. On voulait en faire également un lieu de contemplation. Et ça rejoint, je ne sais pas qui, vous avez parlé de contemplation. Voilà, on veut aussi que les gens qui rentrent dans ce jardin puissent admirer la montagne dans un décor, voilà, avec un potager, un vrai potager, voilà. Et ça, c'est un investissement qui est lourd, qui est, comment dire, coûteux en termes d'investissement. On a la chance aussi d'avoir un jardinier qui nous accompagne maintenant depuis 4 ans et qui fait un travail remarquable. Et on va continuer à le faire. Et on a même peut-être des idées déjà d'agrandissement. Donc on ne manquera pas d'aller voir les élus pour voir ce qu'on peut faire pour les prochaines années. Voilà. J'ai peut-être encore une question pour toi, Thierry. Du coup, concrètement, la part de l'été dans ton chiffre d'affaires annuel, c'est quoi ? Ah, ça, je m'étais noté de vous en parler. Toujours pareil, c'est un côté très atypique. L'été, globalement, quand j'interroge mes confrères, la norme aujourd'hui, pour ceux qui sont obligés d'ouvrir, hein, parce que les restaurants d'altitude, la plupart quand même n'ouvrent pas. Ici, là, je parle des Alpes du Nord. Hein. La plupart n'ouvrent pas. Ceux qui ouvrent, allez, c'est 3-4% de leur chiffre d'affaires. D'accord ? Les meilleurs, vous allez penser que je suis présomptueux, hein, mais vous avez bien compris le côté atypique de notre site, de l'ADN qui est pour nous la saison d'été. Hein. Ceux qui sont vraiment bons font 10%. Nous, aujourd'hui, l'été, ça représente 30%. Voilà. Donc pour nous, l'été, ça pèse vraiment, comme on dit, ça pèse dans le game, quoi. Voilà. On va pouvoir continuer les comparaisons parce que tout à l'heure, quand tu as cité tous les gens avec toutes les CSP possibles, on n'avait pas demandé s'il y avait quelqu'un des remontées mécaniques. Puis je viens de voir Didier Gobillet qui vient d'arriver. Donc on pourra se permettre quelques questions de chiffre d'affaires été-hiver. Si, je me permets juste de rajouter encore un élément, c'est que pour le coup, nous, on essaie vraiment de jouer le jeu avec un effet très positif par rapport à toutes les personnes qui travaillent dans le monde du tourisme, aux offices du tourisme, mais à tous ceux qui parlent du tourisme en général. On travaille sur les ailes de saison. C'est-à-dire que la saison d'été, nous, elle ne commence pas le 1er juillet et ne se termine pas le 31 août. On commence plutôt mi-juin pour terminer mi-septembre. Voilà. Et ça fonctionne. Nous, ce qu'on voit au bureau des guides, moi je fais surtout le canyoning au bureau des guides l'été, et c'est que généralement ils ont envie de faire des activités, ils aimeraient en faire plus. C'est pour ça que je suis assez surpris de ton retour, et c'est souvent un problème d'argent, et qu'au bout d'un moment il faut qu'ils fassent une sélection parce qu'ils n'ont pas du tout le même portefeuille que l'hiver, et puis au bout d'un moment ça coince, donc ils se retrouvent à rien faire par dépit parce qu'ils manquent d'argent. Voilà. C'est ce qu'on voit nous en tout cas au bureau des guides. Je ne sais pas si Didier confirme. Voilà. Ça pose la question de qui est la clientèle de Montagne l'été ? C'est ça en fait. Oui, ça dépend vraiment de quelle est la clientèle actuelle, future, vers qui on communique en fait. Et ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une étude sur les gens qui, c'est global en fait. Hein, donc après, si le public qui vient au bureau des guides, c'est déjà un public cible qui lui est déjà motivé par faire une activité. Est-ce qu'il y a des éléments, des choses que vous aimeriez dans la salle? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'ils soient faits pour l'été? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui manquent, qui devraient être faites, ou qui devraient être plus faites, ou accélérées, faites plus vite, des mises en place? S'il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à en parler. Oui. Hop. Bonsoir à tous. Ma question est la suivante. On ne parle pas du tourisme d'affaires. Pour l'instant, vous parlez uniquement des individuels. Et je pense que là, il y a un créneau qui serait quand même intéressant de développer, qui est le tourisme d'affaires. On a des infrastructures qui sont très performantes. On a tout ce qu'il faut. Peut-être pas on n'a pas encore bien une fibre très efficace, mais ça viendra peut-être. Mais j'entends pas parler de tourisme d'affaires. Qui pourrait peut-être en plus faire des ailes de saison en plus peut-être. Par exemple. Marianne. Alors, une réponse ou une explication, au moins pour Ménuire et Saint-Martin. La clientèle d'affaires, d'ailleurs, on l'a pas tant travaillé que ça au Ménuire, je ne mets pas Valto, l'hiver. La clientèle d'affaires recherche de l'hôtellerie, essentiellement. On a de toute façon que 5% de nos lits en hôtel, Ménuire et Saint-Martin, et en plus, ils sont pour la plupart fermés l'été. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un potentiel, mais aujourd'hui, on a un sujet d'enclencher le cercle vertueux, et aujourd'hui, on a plutôt des hébergeurs qui ont tendance à fermer plutôt qu'ils ont tendance à ouvrir, et encore plus sur les hôtels. Ceci étant dit, dans les programmes immobiliers en cours de discussion par les élus, il y a une condition sine qua non d'ouverture l'été, et on parle souvent de ce sujet-là. Mais voilà,
Par rapport au tourisme d'affaires, ça va dans une stratégie globale de diversification économique. En fait, là, on était vraiment sur la diversification touristique individuelle, mais le tourisme d'affaires, ça va dans une stratégie globale de diversification économique, ce qui veut dire aussi les congrès, période des congrès, septembre-octobre et mai-juin. Ok, voilà. Donc, mais ça correspond. Mais la problématique, c'est il faut qu'il y ait des offres d'hébergement et de restauration qui soient ouvertes. Donc, c'est une des pistes qu'il faut travailler, mais pas toute seule. Okay, dans le cadre d'une diversification économique et pas touristique, c'est-à-dire sortir du tout-tourisme. Si on reste dans un tout-tourisme, on ne pourra pas mettre en place, entre autres, le tourisme d'affaires, qui est une des solutions. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Monsieur, une question. Moi, d'abord, je souscris au fait que les trois personnes, Marlène, Fabien et Nicolas, vous représentez des opportunités segmentées. Les gens qui ont un peu d'argent et beaucoup de désir d'activité vont vous voir, Fabien. La contemplation, ça existe aussi. Mais c'est là qu'est ma question. La contemplation, l'été, à Val Thorens, quand il y a des travaux, j'ai un peu de mal. Et effectivement, quand les Suisses ou les Autrichiens vont en montagne, il y a un décor. Le décor à Val Thorens avec les travaux au Cairn, c'est pas terrible. Le décor au Ménuire, quand il y a des travaux, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut gérer le plaisir qu'il y a à être en montagne, la contemplation et le silence avec la problématique de l'été. Et vouloir faire venir du monde pendant des périodes de grande restructuration des stations, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Stéphane, toi qui passes ton temps à écouter, à observer les gens sur ce sujet d'adaptation au changement climatique, ou en tout cas d'adaptation à la société qui évolue, comment tu réagis à ce qui vient de se dire là? On voit bien que il y a eu plusieurs sujets qui concernent près la même chose, mais pas toujours les mêmes avis, même si tout le monde veut arriver au même endroit, c'est-à-dire faire vivre plus l'été. Il y a quand même différents avis de comment, et puis des freins qui ont été évoqués. Les freins, c'est un peu ton sujet aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme première réaction? Déjà, je trouve que le discours n'est pas complètement centré sur combien ça va coûter et combien on va retirer. Parce qu'en fait, on imagine toujours que le pognon, c'est le nerf de la guerre. C'est pas tout à fait vrai. Les aspects subjectifs et l'attractivité de la beauté, de l'esthétique vont jouer un rôle vraiment important. Mais là, je vais plutôt prendre ma casquette de personnes qui ont bossé sur le climat, sur le rapport du GIEC. Avec l'augmentation de température, il va y avoir une demande vraiment accrue à partir de 2030-2035 pour l'été. Et c'est juste par la fuite contre les canicules, mais à un point tel qu'on va peut-être se retrouver aussi avec d'autres problèmes. C'est que, vu que l'été, les printemps vont être encore plus tôt et vont s'éterniser, et l'automne aussi, et que l'été ne sera pas gérable parce qu'on ne pourra pas ni aller en vacances parce qu'il va faire trop chaud et qu'il n'y aura pas d'électricité dans les réseaux pour faire la clim. Ah oui, puis le projet de voiture électrique de la Commission européenne qui vient d'arrêter, c'est peut-être pas, d'un point de vue climat, c'est pas con. On va se retrouver avec beaucoup, beaucoup plus de gens en montagne en été. Et pas nécessairement pour contempler, mais simplement parce qu'on va fuir, notamment les villes. Donc là, vous allez vous retrouver avec un paquet de citadins et probablement une augmentation de la pression foncière avec des gens qui vont vouloir acheter parce qu'ils vont vouloir venir 2 mois, pas simplement 2 semaines, pas simplement 3 semaines pour les vacances. Il y a tout ça qui peut être engrangé en termes de changement de mode de vie, simplement par le cumul. En 2035, c'est 2 mois de canicule par année qu'on va avoir. Donc, c'est pas compliqué. Il va y avoir une réaction de la population. Il y a peut-être un bout de modèle économique déjà pour l'été là, à creuser. Pareil, vous n'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus. En tout cas, ça pose la question qu'on peut peut-être lier à ce que Fabien, tu disais tout à l'heure sur les publics et les clientèles. Ça pose la question de la gentrification. Et puis, on a des élus avec nous aussi. Donc, moi, j'aimerais bien entendre les élus sur cette question de comment demain accueillir ces nouveaux mouvements de population. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans vos réflexions stratégiques sur le territoire, c'est intégré ou pas? Est-ce que si ça l'est pas, c'est parce que c'est pas maîtrisé, ça vous fait peur? Comment vous réagissez à ça?
Kléber, je t'invite même, viens occupe la chaise là. Ouais. Bon, pas être timide alors. Donc, Kléber, adjoint à la mairie. Comment je réagis par rapport à ce que vous venez de dire là? Ça fait peur, hein, quand vous parlez comme ça, forcément. Hein. 2 mois de canicule. Moi, je suis montagnard. Hein, j'habite ici depuis que je suis né, 1500 mètres. Donc, les canicules, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais être franc avec vous pour l'instant. Hein. Mais je comprends qu'il peut y en avoir. Par contre, qu'est-ce qu'on fait, nous, mairie? Ça, c'est la question. Hein. On participe à des journées comme ça de transition pour progresser, hein, pour s'informer. On travaille avec Mountain Rider, avec Flocon Vert. Donc, on a quand même des objectifs. Comment s'améliorer. Tout ce qui est énergie, c'est sûr que vous avez parlé d'électricité. On fait un peu comme partout. On a fait une centrale qui va être en route l'année prochaine. On a un plan de photovoltaïque sur tous les bâtiments communaux qu'on a commencé à mettre en route cette année. Voilà, avec certains qui sont déjà en route. Voilà. C'est un des moyens pour produire de l'énergie l'été, avec le soleil. Voilà. Autrement, comment accueillir tout ce monde-là? Déjà, nous, c'est vrai que dans les stations, on a quand même déjà beaucoup d'appartements. Beaucoup d'appartements. Beaucoup de résidences secondaires. On a déjà beaucoup de gens qui sont en résidence secondaire, qui habitent Lyon, Chambéry. Et on les voit déjà venir. Hein. On les a déjà vus venir en intersaison, déjà même sur Saint-Martin. Par rapport à il y a 10 ans, on voit quand même beaucoup plus de monde dans les ailes de saison, à toute période de l'année, qui se baladent en montagne. Il y a 20 ans, on ne voyait pas ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a déjà une évolution. Nous, il faut qu'on soit capable de l'anticiper peut-être encore mieux ce qu'on le fait. Et puis là, ça tombe très bien, puisqu'il va y avoir des élections. Donc il va falloir travailler sur des programmes. Donc c'est une journée comme ça, c'est l'idéal. Et peut-être pour creuser cette question du foncier, quand on est une commune, un maire, un adjoint, quel levier on a en fait? Alors comme levier, on a déjà, ça s'appelle le PLU, plan local d'urbanisme. Hein. Bien sûr, on est contraint par le SCOT, parce que le SCOT régit ça. Donc ça, c'est un moyen par rapport à tout ce qui est nouvelle construction, etc. Si on veut être... Déjà, le dernier PLU qui a été adopté en 2020 chez nous, déjà, il a restreint quelques constructions. Comme tout le monde, on a réduit des zones, des nouvelles zones, pour pas justement aller dans des prés pour faire des nouveaux, plutôt sur des parkings. Il y a encore beaucoup de constructions. Il y a le projet du Cairn, j'entends. Hein. C'est un projet qui date à peu près de 10 ans, plus de 10 ans, et qui est sorti juste maintenant. Ça a mis beaucoup de temps à sortir. Voilà, c'est comme ça. Après, on a beaucoup travaillé sur l'eau quand même aussi, hein, sur nos ressources en eau. Ça fait plus de à peu près 10-15 ans qu'on a un schéma de l'eau. Donc on sait à peu près ce qu'on a. Maintenant, bien sûr, on n'a pas de vin non plus. On ne sait pas dans 20 ans qu'est-ce qu'il y aura. Mais bon, on a quand même réfléchi à ça aussi quand même. Voilà. Donc on peut intervenir par rapport peut-être au PLU. Voilà, il y a quand même des moyens d'intervention, mais bon, on ne maîtrise pas tout. Hein, tout ce qui est foncier, prix, etc. Malheureusement, la commune n'a pas vraiment... Juste un commentaire pour rebondir sur la question de l'énergie. EDF a déjà prévu qu'en 2035, ils seraient très à mal de produire de l'électricité avec leur centrale dans plusieurs régions de France en raison du problème de l'eau, soit parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, et en fait, même s'il y a assez d'eau, il va en avoir moins, ce qui augmente la température de l'eau, ce qui veut dire que l'eau rejetée après le refroidissement va être trop chaude pour les normes en vigueur sur la biodiversité, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, arrêt des centrales, à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de clim et beaucoup plus de voitures électriques. Donc, le plus d'efforts vous faites pour produire de l'énergie localement, c'est pas ça qui va compenser une centrale, mais en tout cas, ça va peut-être vous aider à réduire une partie des problèmes qu'il va avoir. Mais EDF se pose des grosses questions là-dessus. Oui, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on a travaillé comme la centrale qui va être en route l'année prochaine. On l'a commencé en 2017. Donc, administrativement, ça a quand même pris beaucoup de temps. Mais bon, c'est comme ça. Mais un des buts, c'est pas de devenir autonome en énergie sur notre commune, mais au plus près. C'est un des plans. Et dans la réflexion sur, vous parliez, oui, il y a des gens qui vont arriver de plus en plus, des gens qui ont une résidence secondaire et qui viennent que l'été. Les projections sont aussi sur le fait qu'il va y avoir un espèce d'exode urbain, pour le coup, et que les gens vont venir, ces gens-là, ils vont pas venir que l'été, ils vont venir s'installer ici.
Et donc, pour moi, quelque part, c'est presque un des côtés positifs du changement climatique. C'est une opportunité. Oui, Il faut que ce changement réellement, climatique soit voilà. une opportunité. C'est ça. Si on veut avancer, il faut qu'on la prenne comme une opportunité. Exactement. Attends, Et non, c'est non. celle qui va booster. Juste en termes de verbe, en faire une opportunité. Faire Oui. Enfer ou paradis? Non, excuse-moi. Et du coup, je me suis perdu dans mon explication. Non, sur le fait que ça va dans la réflexion systémique qu'il faut avoir en fait sur les territoires de montagne, comment ils voient leur transition, et la transition, c'est en faire un territoire de vie, continue à être un lieu touristique, bien sûr, mais pas uniquement, ce qu'il est un peu trop à l'heure actuelle. Et l'enjeu, il est là. Et donc, utiliser finalement cette opportunité du réchauffement climatique pour booster ce truc-là. Ouais, c'est intéressant parce que ce matin, on a fait la fresque de la montagne avec 2-3 personnes qui sont là. Et c'est ce qu'on a dit, comment on voyait la vallée en 2050. Ben, on la voyait avec... actuellement, il y a 3500 habitants l'année. On la voyait avec 10 000 habitants l'année et beaucoup moins de lits touristiques. Voilà, ça c'est une division. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors là, je regarde Marlène, mais en fait, il y en a plein d'autres là qui pourraient répondre aussi, cette question de la connaissance fine de votre modèle économique dans sa globalité, est-ce que vous avez des éléments de la part du tourisme sur le modèle global et quels sont les autres leviers et quels objectifs sont donnés à l'émergence de nouveaux secteurs économiques sur le territoire? Alors, on a tous les éléments sur le tourisme et on n'a rien sur le reste. Et aujourd'hui, quand on parle de diversification, on parle de diversification des activités touristiques dans la montagne. On sait bien ça qu'on dirait dans tous les... On diversifie parce que d'un seul coup, on a fait une tyrolienne, quoi. Voilà, donc on a diversifié les activités qui manifestement ne sont pas le sujet central, en tout cas pas de moyen terme ou pas de long terme. Donc aujourd'hui, on a tous les éléments sur l'activité touristique. Et dans la vallée des Bellevilles, de manière directe ou indirecte, c'est 100% de l'économie. Hein. Même les agriculteurs vivent du tourisme, etc., les fermes. Donc aujourd'hui, on a tous les éléments sur les clientèles touristiques et on n'a rien sur le reste parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui n'existe pas. Et donc, pour moi, nos efforts doivent être sur les deux sujets, c'est-à-dire on doit diversifier les activités pour quand même développer une activité touristique estivale. Mais je pense que on devrait passer notre temps à travailler sur autre chose que le tourisme. Je partage vraiment. Et en tout cas, je partage des signaux faibles de constat, c'est pas d'analyse scientifique du tout, mais des signaux faibles où aujourd'hui, nous, l'Office de tourisme, on est presque plus challengé à la Toussaint que l'hiver. Notamment par les propriétaires qui ont investi et qui l'été se sont peut-être partis ailleurs à d'autres coins du monde, mais à la Toussaint ils nous disent mais en fait pourquoi il n'y a rien à faire, pourquoi vous n'êtes pas ouvert, et ils viennent à ce moment-là. Donc nous ça nous interroge, il y a Sébastien qui est par là qui me fait souvent, il me dit ouais on n'est pas ouvert et tout, c'est une cata, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Mais aujourd'hui j'ai pas de réponse à apporter hormis le fait que je pense qu'il faudrait qu'on a un schéma directeur vélo, on a un master plan d'aménagement été et on réagit. Aujourd'hui on ne raisonne qu'en termes d'activité touristique. Moi, la première, c'est aussi mon job. Mais je pense qu'il faudrait qu'on passe la moitié de notre temps sur le reste. Et je rejoins ce que dit Kléber, c'est-à-dire que nos stations sont des petites villes hyper préservées où on a tout. C'est-à-dire on a des hébergements, on a des infrastructures, donc on a quoi faire, des lieux de vie où il y a tout, quoi. Donc pour moi, on devrait passer notre énergie là-dessus et pas se tirer la bourre entre stations pour savoir qui a fait une tyrolienne ou je sais pas quoi. Attends, voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent intervenir là? Parce que je ne vais pas prendre la parole tout seul là. Ouais, moi je plus sois là-dessus, sur la diversification au-delà de l'activité touristique, mais je rebondis aussi, et parce qu'on a eu plusieurs fois la comparaison avec l'Autriche, avec la Suisse. Mais en fait, la question de Camille, elle est intéressante, et tu réponds un petit peu en disant, déjà, il faut faire un audit de qui on est nous, de ce qu'on a nous, quelles sont nos forces, et arrêter de se comparer avec l'Autriche ou la Suisse. C'est des villages de moyenne altitude, c'est des stations-villages déjà. Ok, c'est pas des stations ex nihilo de 3e, 4e, 5e génération comme on peut le retrouver dans les vallées ici. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, il y a des sources d'inspiration, mais déjà, on part de d'où? Et c'est analyser votre territoire. Et ça part de là. Oui, donc Donatienne Thomas, donc moi je suis également élue sur la commune des Bellevilles. Tout simplement, c'est vrai que cette diversification, alors moi je parlerais plus de diversification économique en tout cas, parce que c'est vrai que Marlène le relève, hein, on parle beaucoup de tourisme, hein, mais on a cette diversification économique où on a quand même
des pépites artisanales, une pépite artisanale en tout cas, avec énormément de choses qu'on pourrait valoriser. Et puis je crois qu'on a un territoire qui est marqueur d'authenticité, en tout cas. On a cette authenticité, tout ça peut nous amener vers la diversification, hein, que ce soit sur l'offre touristique, mais que ce soit aussi sur tout ce qui est artisanal. C'est un gros enjeu, en tout cas, pour les années qui arrivent. Et je crois qu'on peut, en tout cas, on pourra y arriver qu'en mettant tout le monde autour de la table. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous les acteurs économiques, les sociopros, les habitants, les élus, bien évidemment, en tout cas pour parler de cette diversification et de voir ce qui est le mieux, en tout cas pour notre territoire. Moi, je suis intimement convaincue que le plus important, c'est d'arriver à co-construire ensemble cette transition. En tout cas, voilà, j'en suis intimement convaincue. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait une réaction sur ce sujet qu'a évoqué Stéphane et Nico ensuite, sur ce fait du réchauffement climatique, ce fait annoncé par Stéphane, que les prévisions 2035 montrent qu'il y aura de plus en plus de monde qui viendront l'été, corroboré par le fait que ce n'est pas d'ailleurs que l'été, que ce sera sûrement s'agrandir. Ça veut dire en tout cas qu'il y a un changement, il y a une recherche d'altitude pour l'été et certainement même en mode de vie plus largement. Est-ce que ça, c'est des notions que vous envisagez déjà, qui vous font réagir? C'est-à-dire que est-ce que ça change un peu le prisme de la prévision du modèle économique qui pourrait donc évoluer, être différent sur d'autres périodes que l'hiver? Comment vous pourrez agir au fait que, voilà, dans 10 ans, 2035, il y a 2 fois plus de personnes qui viennent en été sur la vallée des Belleville et que ces mêmes personnes-là pourraient même s'installer pour y vivre, comme ça a été évoqué? Est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle? Je viens de la vallée d'à côté. Je me suis installé ici il y a une trentaine d'années. Et je pense que les gens, en particulier pour revenir sur ce qu'a dit Nico, je pense que les gens ne viendront pas habiter ici parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que vivre à la montagne. Et vivre à la montagne après avoir vécu en ville, j'y crois pas. Il y a plein de contre-exemples dans la salle. On est beaucoup. Non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que en majorité, les gens qui vivent en ville sont capables de vivre ici à l'année parce que c'est pas la même vie et que quand ils viennent ici en vacances, ils voient le bon côté des choses. Oui, la vie est belle, on fait du ski, on fait du VTT, c'est super. Mais la vie à la montagne, c'est pas si simple que ça. Donc, j'y crois pas. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, si je peux me permettre, je suis désolé, mais il y a des mauvaises nouvelles là-dessus pour vous. Ça dépend dans quelle région montagneuse vous êtes. Mais là, les Bauges, par exemple, qui sont plutôt de la moyenne montagne, accessibles facilement à la Suisse et à Annecy en bas, se retrouvent avec des problèmes de ce qu'on appelle au Québec des problèmes de voisinage. Non, pas de ça chez moi, va-t'en, etc. Avec des gros problèmes, avec des nouveaux arrivants urbains qui en ont marre d'entendre le tracteur passer le matin, qui n'ont pas compris que la campagne, on y vit, on y travaille, mais pourtant ils vivent là. Et à long terme, vous savez ce que ça a comme effet? Des nouveaux élus. Parce que les votes ne sont pas les mêmes. Ça bouge les lignes électorales et ça crée des tensions. Donc, ne croyez pas que ça va arriver, parce que ça va arriver. Peut-être pas partout, en revanche. Parce qu'effectivement, ici, avoir accès à la Suisse d'ici, c'est peut-être plus compliqué qu'à partir des Bauges. Mais voilà, ça va arriver. Ça ne veut pas dire que les gens vont se retrouver tout de suite ou que vous allez avoir, par exemple, 12 mois par année, mais vous pourriez avoir des gens qui vivent ici 8 mois par année. Là c'est différent. Parce que quelqu'un qui vit ici 8 mois par année, ce n'est pas juste un touriste. C'est quelqu'un qui va finir par aussi vouloir bouger des lignes électorales, qui va avoir une vision différente des services, qui va avoir une différente excusez-moi, Dan qui nous réveille le matin, que j'amène au tribunal parce qu'il me réveille. Ce sont des vrais cas. Oui, et il faut aussi arriver à se dire, OK, c'est pas tout de suite, c'est dans 10 ans. Et dans 10 ans, ce sera complètement différent aussi. Hein. Vous voyez, la vitesse à laquelle la société elle évolue, alors,
entre autres les changements climatiques qui vont aussi impulser des nouveaux comportements. Et il faut aussi voir, ça se passe dans les territoires qui sont capables d'accueillir des gens. Donc c'est un territoire qui se développe à l'année aussi. Oui, à l'heure actuelle, peut-être que c'est compliqué pour un urbain de venir parce qu'il n'y a pas les services nécessaires. Mais ces services vont se développer et ils seront amenés à se développer dans le cadre de la transition, puisque c'est ça l'objectif quand même, pour sortir du tout-tourisme. Non, un tout petit mot, et on conclura. Non, c'est plus un constat problématique aujourd'hui, c'est que on partage une vision commune et en même temps on est à un moment un peu ciseau, c'est-à-dire qu'il y a 7, 8, 9, 10 ans dans la vallée des Bellevilles, il y avait de plus en plus d'acteurs qui se mobilisaient sur l'été. Et là, en ce moment, c'est exactement l'inverse. Parce que depuis le Covid, les hivers surperforment. Donc on ne fait que des hivers records depuis. Et aujourd'hui, on a plutôt des acteurs qui sont venus, alors pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même sac évidemment. En tout cas, on a concrètement des gens qui ont investi sur l'été il y a quelques années, qui sont en train de se désengager parce qu'ils gagnent très très bien leur vie l'hiver. Je ne les juge pas. Mais aujourd'hui, on est à ce moment-là, qui est un moment très complexe, puisque l'hiver surperforme. Et ça risque de durer un petit peu. Et ça ne va pas être le plus mobilisateur. Donc ça veut dire qu'à mon sens, la force collective publique, mais on en fait partie, va avoir un rôle d'être précurseur moteur pour ne pas attendre les opérateurs économiques. Voilà, donc on est en ce moment dedans. Les restaurateurs ouverts il y a 4 ans ne seront pas ouverts l'année prochaine. Ceux qui faisaient de la location de matériel de VTT l'année dernière ne le feront pas l'été prochain. Et on est au Ménuire et à Saint-Martin, mais encore plus au Ménuire, à un moment de désengagement sur l'été des privés. C'est à ce moment-là qu'il faut rappeler que si jamais tout va bien jusqu'à 2050, il faut s'en occuper avant 2047. Il faudrait peut-être s'en occuper maintenant. C'est un mal français, il paraît, ça. Je ne connais pas tes Canadiens, toi. Fabien, tu avais un mot ? Non, je me demandais du coup, c'est quoi le taux de remplissage l'été sur ces toutes dernières années ? Parce que moi, je vois que le chiffre d'affaires du bureau des guides, il reste assez stable, donc j'ai pas l'impression qu'il y a plus de monde non plus qui vient. Alors, j'avais sorti les chiffres pour Sandra Favre, une élue. De mémoire, sur 15 ans, on doit être de l'ordre de plus 10% en nuitées l'été. C'est 4% des nuitées annuelles à Val Thorens, c'est 12% des nuitées annuelles au Ménuire et c'est 8% des nuitées annuelles à Saint-Martin-de-Belleville. Ça, c'est en termes de nuitées. En termes d'activité économique, en général, les opérateurs, Didier sur les remontées mécaniques pourra dire, je suis très très proche de zéro. Sur les restaurateurs, on peut aller jusqu'à du 20% de proportion. En termes d'évolution de clientèle, quand même depuis 10 ans, on a plus de monde au Ménuire de l'ordre de 10% sur 10 ans. Et sur 5 ans, je n'ai pas les éléments. En tout cas, ça a été erratique, c'est-à-dire que sur 5 ans, on est sur le post-Covid. Donc, augmentation des 2 étés post-Covid, baisse, et c'est revenu un petit peu l'année dernière. En revanche, c'est la consommation qui est parvenue. Moi, je vais simplement dire par rapport à chez Pépé Nicolas, pour vous révéler quand même quelques chiffres. Nous, ces dernières années, on est sur, depuis la période Covid, on est plutôt sur une croissance sur la saison d'été, sur des croissances à 2 chiffres. Et ça s'explique aussi parce qu'on questionne en permanence notre modèle. On est toujours dans une stratégie d'innovation permanente et de diversification. Parce que tout à l'heure, effectivement, je vous ai parlé de l'activité de restauration, la boutique, notre alpage et notre jardin. Mais on crée autour de tout ça, on crée quand même beaucoup d'activités complémentaires. On crée des soirées d'animation le soir. On crée des visites guidées qu'on organise tout au long de la semaine et qui rencontre un véritable succès. Donc, au-delà de la partie restauration, on n'est pas seulement un restaurant, quoi. J'aime pas le terme par d'attraction, mais en tout cas, on a un modèle qui aujourd'hui fonctionne. Voilà. Et alors, peut-être dernière question pour conclure là-dessus. Est-ce que, pourquoi aujourd'hui on ne voit pas fleurir d'autres Pépé Nicolas ailleurs ? Alors, pour rien vous cacher, on nous a déjà sollicité pour éventuellement faire un chez Pépé Nicolas dans les vallées voisines. En fait, nous, on est parti du principe, nous, en famille, que d'abord, on n'est pas un concept, parce qu'on n'est pas duplicable. On ne peut pas imaginer faire un chez Pépé Nicolas pour raconter du fake. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de raconter du vrai. Nous, notre histoire de famille, elle est vraie, elle est véritable. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, on raconte du vrai. Et c'est ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, c'est de raconter, de témoigner vraiment notre histoire et nos valeurs. Et d'ailleurs, je vous fais part d'une expérimentation qu'on a commencé cette saison d'été et qu'on poursuit cette saison d'hiver. On a créé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant que chef d'entreprise, effectivement, on a toujours une tendance naturelle à vouloir optimiser les choses, ce qu'on fait. On fait. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, on perdait un peu le lien avec nos clients. C'est-à-dire que
notamment ma fille qui s'occupe du restaurant, eh bien forcément elle était plus dans l'optimisation de son équipe, du personnel, de veiller à la qualité des plats qui étaient envoyés. Et on manquait de lien, elle avait perdu peut-être un peu de contact avec le client. Et on a créé un nouveau poste qui s'appelle l'ambassadeur du lieu. Donc on avait une jeune fille qui était avec nous cette saison d'été, pendant les 2 mois d'été. Et sa mission, c'est de passer de table en table et de discuter avec nos clients pour d'abord voir si tout se passe bien. Pour rien vous cacher aussi, leur proposer ce qu'on peut faire par ailleurs. Hein, pour quelqu'un qui vient au restaurant, c'est de leur parler des visites guidées, par exemple, qu'on peut réaliser. Et cet hiver, on reconduit l'opération, pour le coup, avec un des propriétaires, mon neveu, et donc qui, pour le coup, va raconter des histoires vraies. On parle de notre grand-père, on parle de notre histoire, on parle de nos valeurs, et on parle de ce qu'on sait faire. Et ça, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Dernière réaction de Stéphane. Alors, ça a l'air de rien ce qu'il vient de raconter, mais ça renvoie à 2 des freins ou moteurs de changement. Le premier, et ça, on ne le mentionne pas assez, c'est la capacité à se questionner soi-même. Tous les chefs d'entreprise qui tentent de faire des changements dans leur entreprise commencent par se dire pourquoi ça ne marche pas mon truc, j'essaye, et donc commencent à se regarder eux-mêmes, dire oh putain, j'ai réagi comme un con là. Non, ça, ce n'est pas la bonne manière de communiquer, etc. Et donc, cette incapacité à se regarder soi-même face à un changement dans mes relations aux autres, dans ma façon de voir mon boulot, etc., fait qu'on ne change pas. Okay? Donc, cette capacité à se regarder soi-même, se questionner, elle est essentielle. Sinon, ça ne marche pas, on ne change pas. Peut-être que ça marche bien, mais deuxième aspect qui est super important, c'est la narration. Vous racontez votre histoire de famille, vous y croyez. Essayez d'imaginer, là, tout de suite, c'est facile, 3 degrés en 2050, canicule 3 mois par année, des nouvelles maladies, la production agricole qui fout le camp par terre, la cata, les barbelés autour de l'Europe, le fascisme partout, l'autoritarisme. C'est à peu près le message qu'on a depuis 20 ans sur le changement climatique. Là, si je vous demande de vous imaginer une société dans laquelle il va faire bon vivre en 2050. Ça ne bouge pas. Si on n'a pas une narration, un imaginaire positif, comment voulez-vous qu'on aille quelque part? Ce n'est pas moteur d'avoir quelque chose de négatif, c'est angoissant, ça fout la trouille et ça crée du déni. Ben, d'avoir une narration positive qu'on a envie de raconter, une histoire, que ce soit l'histoire du moment présent par rapport au passé, mais où on veut aller aussi, ça, là, on commence à aller quelque part. Mais le cerveau a besoin de cette histoire. Je vous rappelle que la manière d'apprendre qu'on a maintenant dans notre société moderne par l'alphabet et l'écriture, c'est très nouveau dans notre développement culturel. On a fait ça par le récit, la narration, par l'image, en fait, mentale. Comment on raconte des histoires à nos enfants? Ben, ils imaginent. Ben, c'est pareil, en fait, cette importance de l'apprentissage et de comment on s'imagine, nous, dans le futur, ce n'est pas par des mots, c'est par des images que ça fonctionne beaucoup plus efficacement que par des mots. Donc là, vous avez en fait 2 des conditions, il y en a d'autres, mais ça, pour moi, c'est 2 conditions fondamentales pour lesquelles on change ou on ne change pas. Échanger, ça s'apprend. Merci, Stéphane. Ça tombe bien, c'était le mot de la fin. On va passer à un autre sujet, parce que sinon, on va perdre on va prendre du retard. Camille, tu lances le second sujet. Oui. On va vous proposer maintenant d'échanger. On aurait aimé continuer ce débat, mais on va avancer sur celui des Alpes 2030. Et pour ça, je vais vous proposer de vous lever. On va se mettre un petit peu en mouvement et on va lancer le débat. On va faire ce qu'on appelle un débat mouvant. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que dans notre société aujourd'hui, on ne débat pas assez. Et je vais vous poser une question qui est particulièrement virulente, où vous allez devoir vous positionner pour ou contre. Alors ça, généralement, on sait bien faire. Okay ? Personne au milieu, les pour seront là-bas, les contre ici. Première question, est-ce que les Alpes 2030 seront la dernière édition des Jeux d'hiver? Est-ce que vous êtes OK avec cette affirmation? Ou est-ce que vous êtes contre? Oui. Est-ce que vous pensez que les Alpes 2030 sont la dernière édition des Jeux d'hiver? Vous pensez que
je sais plus où j'en suis, que oui, c'est la dernière édition. T'as donné quoi comme signe? Et non. C'est la dernière édition des Jeux d'hiver. OK? Alors, positionnez-vous et là, vous allez discuter avec les 2 personnes qui vous entourent de pourquoi vous vous êtes mis là, parce que probablement que vous n'y êtes pas pour les mêmes raisons. Prenez quelques minutes pour discuter de pourquoi vous vous positionnez ici. Ok, on va enchaîner. Je vous invite à juste revenir, enfin, restez où vous êtes, à arrêter vos discussions, même si elles sont sans doute passionnantes. Et est-ce qu'une personne de cette équipe-là a un mot à dire qui représente l'avis à minima du groupe avec qui vous avez discuté? Il faut y aller, hein, parce que de toute façon, eux, ils vont avoir la parole et ils vont dire un truc. C'est ça. Bonsoir. Là, on discutait justement là-dessus et on estime que les infrastructures nécessaires pour faire les jeux aujourd'hui, avec des anneaux de glace de vitesse qui sont obligés d'être couvertes, avec 12 000 spectateurs, avec une marge de 12 000 spectateurs. En France, il doit y avoir une cinquantaine de licenciés. Le bobsleigh, en Italie, ils sont 200 licenciés, il faut une piste de bobsleigh. En France, il doit y avoir 50 licenciés. Donc ça n'a aucun sens de continuer de cette manière-là. Enfin, je suppose. Mais oui. Je me positionne parce que les Jeux me font rêver. Ma fille a participé aux Jeux Olympiques, donc je me sens pleinement concerné. Et les jeux évolueront, les disciplines évolueront. La mutualisation des moyens des territoires évolueront. Peut-être que la piste de bobsleigh, elle sera ailleurs, mais oui, les jeux évolueront, certainement les jeux d'hiver. Ok. Parole, où sont les... Ah bah tu es là, pardon. Et bah du coup, toi, tu as la parole automatiquement. Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Pourquoi tu t'es positionné là? En fait, je suis assez étonnée, mais... moi, je me retrouve ici toute seule et je me dis, en fait, je voulais pas. Je voulais changer. Presque, j'ai envie de dire, je suis pas du tout une spécialiste dans le domaine, mais j'ai presque envie de dire, faut que ça change. Tout simplement parce que on a vu Albertville 92. Je vois les anciens JO, j'en ai parlé avec mes parents et je vois ce que ça donne. Et en fait, j'ai pas envie que ça reparte encore comme ça. 2030, j'espère que c'est la dernière version. Elle nous fait vivre, elle est superbe, franchement, c'est trop bien, mais je vois, désolé, mais le bordel que c'est, et j'espère vraiment que ça changera et que dans le futur, on aura des super JO, effectivement, qui nous feront vivre et qui nous donneront la passion du sport, mais clairement que ça soit une autre version, quoi. On vous laisse vous rasseoir. On va peut-être demander d'ailleurs à Amélie de Guinabert de nous rejoindre. On vous l'a présentée tout à l'heure, elle pourra nous parler de son témoignage et de son expérience au sein de Paris 2024. On va, parce que c'est vrai que, comme disait Stéphane, les images, c'est important. On va aussi lancer ce sujet en images sur évidemment plusieurs reportages concernant les JOP 2030 que nous avons réalisés pour Mountain Changemaker. Mais je pense qu'il faut même essayer d'aller voir au-delà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait en sorte que ces jeux soient vraiment un accélérateur pour les infrastructures, il faudra d'ailleurs qu'on se pose la question de ce qu'on entend par l'héritage. Parce que pour que ça fonctionne, il faut peut-être qu'on se dote d'un organe d'héritage qui perdure après les Jeux pour que vraiment on puisse aller vraiment au-delà. Il y avait une économie de moyens, puisqu'une bonne partie des infrastructures étaient existantes. Et donc, il faut qu'on soit conforme à cette promesse d'économie de moyens. Mais il faut, et ça a été dit, il faut que ces Jeux donnent une autre perspective à notre façon de gérer nos territoires. La promesse de sobriété et de durabilité, celle que tu évoquais, qui est le fondement de cette candidature, elle est à l'œuvre dans les Hautes-Alpes. Le village olympique sera aménagé dans des fortifications classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont des friches militaires.
On sait aujourd'hui qu'il y a donc déjà existante. Oui, il y a une tension très forte sur le foncier dans les territoires de montagne. Il y a des difficultés pour loger les saisonniers et les jeunes actifs. Quoi de plus durable que de rénover des friches qui sont totalement désarmées? Si on prend les éléments de langage du COJOP, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui sont existantes, et c'est aussi une des raisons pour laquelle... Et réajuster, rénover, etc. Donc c'est plutôt, on va dire, vertueux de partir sur la France plutôt que d'aller dans des pays où, comme on a vu sur les Jeux précédents, moi ceux que j'ai fait en tant qu'athlète paralympique, par exemple à Sochi, où on a reconstruit quasiment une équivalent de la Tarentaise. Donc on part déjà avec, on va dire, certains atouts. Maintenant, je pense que il va falloir faire attention de faire en sorte que vraiment les jeux se mettent au service du territoire et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment un point important. Tout ce qui est les infrastructures, c'est le must-have. C'est-à-dire que le CIO, aujourd'hui, pour avoir bossé 4 ans sur les enjeux d'héritage à Paris 2024, c'est vraiment le basique. Je pense que ces jeux, ils doivent vraiment servir l'après sur... on sait que le réchauffement climatique est là. Clairement, c'est quoi les métiers de demain? C'est quoi l'économie de la montagne de demain? Il y a la question des infrastructures qui ont besoin d'être créées. C'est vrai qu'à Paris, il y a eu une recherche assez importante et sans doute plus importante que dans tous les Jeux olympiques précédents d'été, de réemployer des structures qui existent déjà et de créer des structures qui vont devenir pérennes et qui vont apporter quelque chose à la ville. La chance qu'on a avec cette candidature montagne, c'est de pouvoir parler d'éducation au dehors, et que ça peut être un vrai levier pour ces Jeux à venir. Il faut être humble dans ce qu'on fait. Les Jeux vont être un jalon de l'histoire des massifs alpins, un jalon de ce qui va se passer dans les territoires, mais ça ne va pas résumer l'ensemble de ce qui va se passer dans les territoires alpins avant, après, pendant même 2030. Ça doit servir de catalyseur. On est bien aussi dans notre propre transition événementielle. On ne fera pas de révolution, mais bien dans marquer des évolutions. Et puis à l'occasion de ce que l'on va réussir à dessiner et à construire avec les acteurs, parce que la question de l'héritage, c'est la question de post-2030, c'est qu'est-ce qui se passe après, et nous on disparaît. Au 30 juin 2030, on aura disparu, on ne sera plus là, et donc la nécessité de construire avec ceux qui réfléchissent à l'avenir des territoires, à quelques priorités sur lesquelles on va pouvoir essayer, à l'occasion de cet horizon commun de 2030, de rassembler et de fédérer. L'enjeu de la jeunesse, il est évident. Alors sur ce sujet, on pouvait faire 1h30 de film, tellement on a eu d'avis intéressants et de personnes interviewées avec des contenus très riches. Mais on est vraiment concentré héritage ce soir. Et la première question qu'on avait envie de poser, c'est la question, on est sur un territoire de la vallée des Bellevilles qui, a priori, ne va pas accueillir d'épreuves. Et la question qu'on se pose, c'est quels pourraient être les effets de ruissellement qu'on va avoir des Jeux sur les territoires périphériques, en fait. Nico, je t'invite à répondre à cette première question. On m'entend là, oui. La question du... alors, moi, c'est juste sur le terme ruissellement, déjà. Le terme ruissellement, ça ne marche pas. Les économistes l'ont montré. Le ruissellement, c'est la théorie comme quoi, quand on favorise les riches, ça ruisselle vers tout le monde. Ça, tous les économistes, quasiment, le disent, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, et on peut même l'extrapoler sur les Jeux. Est-ce qu'il y aura, du coup, un impact des Jeux qui se passent hors territoire de la vallée des Bellevilles, sur la vallée des Bellevilles? Moi, je veux juste déjà vous redonner un exemple qui est intéressant et qui permet de prendre du recul, parce qu'il y a sûrement des gens qui étaient déçus qu'il n'y ait pas les Jeux dans la vallée des Bellevilles. Et cet exemple-là, c'est en 92, le chiffre d'affaires des écoles de ski français de la Maurienne. Pas d'épreuve en Maurienne. C'est la meilleure année qu'ils ont fait. Et oui, parce que tout le monde est allé en Maurienne. Voilà. Donc, par rapport au discours qu'on entend, oui, les retombées économiques, parce que le deuxième préjugé qu'il faut casser aussi, et si ça vous intéresse, vous allez voir Vladimir Andreev, c'est le ponte des retombées économiques. Enfin, c'est un économiste qui a calculé toutes les retombées économiques sur les JO. Déjà, il dit les retombées économiques ne sont pas systématiques. Elles sont toujours surévaluées par rapport à ce qu'elles sont. Voilà. Et les coûts sont toujours sous-estimés par rapport à ce qu'ils sont. Okay. Donc finalement,
avant de penser ruissellement, c'est dire, OK, nous, on ne les a pas, mais déjà, on ne va pas être impacté. C'est se poser la question à l'envers, en fait. Hein. Et par contre, il peut y avoir... Alors, et j'ai encore 2 points. Il y a la question de l'image. Donc, comment, en termes d'image, le fait d'avoir les Jeux Alpes 2030 peut impacter sur l'image globale de la montagne française? Et bien là, qui tout double, hein. Ça peut être juste génial, une année avec de la neige et les JO qui se passent bien et tout le monde en bénéficie. Voilà. Une année sans neige avec des serpents de neige, vous vous rappelez les Jeux de Pékin? Et là, tout le monde se dit... Ouais, vas-y, finis. En fait, là, vraiment, la question de l'héritage, c'est vraiment qu'est-ce que ça va laisser au territoire. Hein. Donc, tu es en train de dévier là uniquement sur les retombées économiques, alors que le sujet évoqué depuis le début, qu'on veut traiter ici, c'est vraiment terre de jeu pour, par exemple, pour remettre des gamins au sport avec Paris 2024. C'est pas un ruissellement économique direct, mais indirect dont on parle. Ok, d'accord. Je voulais commencer par celui-là pour aller sur l'autre. Mais alors, du coup, on va direct à l'autre. Mais tu veux peut-être y aller, Fabien? Si, il y aura un héritage sur les impôts quand même. On va payer plus d'impôts. Oui, carrément. Donc, c'était mon deuxième point, en fait. Hein. Le deuxième point, et c'est l'exemple alors du déficit des surcoûts de 135% des JO d'Albertville, par exemple, qui ont été payés à 75% par l'État. Et donc le reste, c'est les collectivités. Et donc là, c'est toutes les collectivités qui vont payer. Mais il faut qu'on revienne sur le truc. Allez, je me fais encore l'avocat du diable, 135%, ok, mais ce qui reste des JO d'Albertville, c'est le désenclavement de la Tarentaise, c'est un TGV qui arrive, qui n'arrivait pas, c'est 2 fois 2 voies qui n'arrivaient pas. Je n'ai aucun avis là-dessus, mais il faut quand même le mettre en phase 2. Et justement, merci, j'allais y arriver. En fait, le point fort, au-delà de cet aspect financier qu'on a payé pendant 20 ans, c'est que les JO d'Albertville ont permis de développer des infrastructures qui n'existaient pas et qui ont permis de désenclaver, vous le savez mieux que moi, les vallées de Tarentaise, entre autres. Donc ça, c'est fort. Et par rapport, par contre, à la candidature AL 2030, il n'y a pas tout ça, parce que c'est une candidature qui s'est faite dans un temps très réduit, au départ qui s'est construite à partir dans les Alpes du Sud sur l'argument, oui, ça va permettre, on va développer le ferroviaire pour aller de Nice aux stations des Alpes du Sud, mais en fait, en 4 ans, c'est trop court. Voilà, donc on n'aura pas cet héritage-là infrastructurel. Déjà. Amélie, toi, tu arrives avec un gros bagage Paris 24. Cette question des ruissellements directs, indirects, comment ça s'est passé sur les Jeux, les JOP 24? Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous. Il y a déjà plein de choses que vous avez dit sur lesquelles j'ai envie de réagir. Peut-être juste sur un point budget, et je prendrai l'exemple de Paris 2024 que je connais, mais qui a vocation à lancer un nouveau modèle d'organisation des Jeux. Le budget de Paris 2024 a été bénéficiaire. On a laissé de l'argent en héritage au mouvement sportif français. Je ne présage pas de ce que sera le budget d'Alpes 2030, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté que les nouveaux modèles d'organisation des Jeux ne soient plus les grands éléphants blancs des éditions précédentes. Ensuite, sur l'héritage, et je vais recentrer sur la question, les Jeux de Paris, je pense que leur grand succès, ça a été d'avoir réussi à faire les Jeux du pays. Là, on va être sur un territoire qui est forcément plus restreint, mais il y aura quand même une volonté d'engagement. Et l'héritage, le ruissellement, il peut être à plusieurs niveaux. Il y aura évidemment un héritage pour toute la population, mais qui se veut au niveau national. À Paris 2024, on a lancé un label Terre de Jeux 2024. Il y a eu beaucoup de collectivités qui se sont impliquées via ce label. Ça se traduit par demain, peut-être que vous pourrez être centre de préparation aux Jeux. Vous pourrez accueillir des délégations qui vont venir se préparer. Ça va se construire sur 4 ans. En fait, dès maintenant, vous pouvez commencer à vous préparer sur toutes les activités que vous allez pouvoir avoir, accueillir des partenaires qui vont faire des séminaires de la montagne, accueillir des délégations étrangères. Ils ne pourront pas aller dans les stations qui vont accueillir les Jeux, il n'y aura pas la place, et donc ils vont venir autour. Et ça, on l'a vu en Île-de-France. Il y a beaucoup de départements de la région Île-de-France qui n'accueillaient pas d'épreuves des Jeux et qui ont vraiment capitalisé sur l'accueil de délégations, sur l'accueil du relais de la flamme aussi. Et ça, demain, ça va être aussi un grand enjeu d'engagement pour votre territoire. Accueillir les Jeux dans les Alpes, même si ce n'est pas dans votre station, ça sera des opportunités d'engagement
pour vos habitants, pour les écoles de ski, pour la pratique. En fait, j'ai envie de dire que je pourrais faire 1 heure de conférence sur le sujet, tellement il y a d'opportunités pour vous en tant que station demain de vivre les Jeux, pendant les Jeux, pendant les 2 fois 10 jours de compétition, mais surtout pendant les 4 ans qui vont précéder pour engager, pour faire de la pratique sportive. Et la liste est très longue. Donc il y a un héritage qui va se faire naturellement pour les habitants, pour tout ce qui va toucher aux célébrations avant et pendant. Il y a un héritage économique qui va pouvoir se créer via les accueils de délégations, via les accueils de partenaires, de séminaires. En fait, il y aura plein d'opportunités autour de la montagne. Et il y en a d'autres, et je peux continuer encore longtemps. Et concrètement, sur cette question de où s'arrête et commence la fête olympique, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ici, dans les belles villes, on pourrait avoir un avantage, des bénéfices à faire vivre l'événement ? En fait, ça commence dès les Jeux d'hiver de Milan l'année prochaine. En fait, ça entame l'Olympiade des Alpes 2030. Et ensuite, ça va être de construire, vous, en tant que collectivité, en tant que ici, ce que vous voulez en faire. Et en fait, ça peut se traduire par peut-être la semaine olympique et paralympique dans les écoles, tous les ans que vous allez organiser et mettre en place autour des sujets de la vision d'Alpes 2030. Ça peut être de prévoir dès maintenant d'accueillir le relais de la flamme et donc de se positionner, d'organiser des choses pour faire venir et faire créer un petit peu le momentum autour des Jeux. Et en fait, c'est commencer à poser votre stratégie, c'est de se positionner pour aller faire du lobbying auprès des délégations étrangères pour qu'elles viennent s'entraîner chez vous, parce qu'en fait, c'est quand même pas très loin aussi des stations autour. Et donc, commencer à faire du lobbying déjà pour aller vous présenter auprès des délégations étrangères. On l'a fait. La Moselle, par exemple, c'est un département qui a eu aucune épreuve des Jeux de Paris. C'est le département qui a reçu un grand nombre de délégations parce que 4 ans avant, ils ont commencé à aller taper à la porte de l'Australie, à la porte des CNO africains, etc. Et de se dire, on a un super centre qu'on a créé, on peut vous accueillir, on a une super piscine, on peut vous accueillir. Et dès maintenant, ça commence. Mais concrètement, quand on habite ici, à quel moment on fait partie de la fête, là, dans ce que tu évoques ? Où est-ce qu'on peut se retrouver autour de cet événement ? Et après, pendant les Jeux, là, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme célébration ? Et on va y revenir, je pense, avec Nico. Mais vivre les Jeux, ça ne veut pas forcément dire être au bord de la piste et voir la compétition. Les Jeux de Paris, ça a été plus de 200 fan zones partout en France, dans tous les départements d'outre-mer aussi. Et c'est aussi ça, vivre les Jeux, c'est recevoir des athlètes, faire des initiations sportives, partager, découvrir les sports olympiques, les sports paralympiques. Et ça s'organise concrètement dès le début des Jeux. Et il peut y avoir des zones de célébration dans votre territoire, même si vous n'accueillez pas la compétition. Donc j'enchaîne sur les fan zones. Oui, les fan zones, c'est... alors, moi, ça fait 1 an que je travaille sur un concept des fan zones distales, fan zones à distance. Mais juste, pourquoi travailler là-dessus ? C'est par rapport à la problématique du coût carbone d'un événement. 80% du coût carbone d'un événement est lié uniquement au transport en avion des visiteurs. Même pas des athlètes, hein. Les visiteurs en avion, 80%. Voilà. Donc l'idée, c'est comment on peut faire pour réduire le coût carbone, et sans interdire aux gens qui veulent participer et faire vivre la fête olympique de le faire. C'est de créer en fait des fan zones chez eux pour éviter qu'ils se déplacent. Donc créer une fan zone en France quand il y aura les JO à Brisbane, ou et vice versa, créer en Amérique du Nord pour les fans de hockey des fan zones pour qu'ils restent chez eux. Donc la fan zone est quelque part aussi, ça c'est intéressant que peut-être vous puissiez vous projeter sur les changements de modèle. Hein, tout à l'heure on disait, voilà, les jeux, je pense que si Camille avait posé la question, est-ce que les prochains jeux seront les mêmes ou est-ce que ce sera le même modèle, peut-être qu'il y aurait plein de gens qui seraient partis du côté non, quoi. Il faut juste imaginer qu'il va y avoir un changement de modèle qui va être lié aussi au réchauffement climatique. Il y a plein de choses sociétales. Le CIO y réfléchit déjà. Et le fait de vivre les jeux à distance dans des fan zones. Donc la fan zone, attention, la fan zone que moi j'imagine et sur laquelle j'ai travaillé en tant que chercheur sur l'expérience de consommation, c'est pas uniquement un écran géant et avec tous des gens debout serrés les uns contre les autres. Voilà. C'est un petit peu ce qui a été fait déjà au Club France, mais ou différemment. Voilà. C'est quoi concrètement ? Concrètement,
C'est une zone. Alors, concrètement, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que non, mais ça va dépendre de chaque endroit parce que culturellement, elle va être spécifique en fonction de chaque culture. Mais dans tous les cas, il y a de la retransmission. Il peut y avoir de la présence d'anciens athlètes. Il y a de la possibilité d'être assis. Il y a la possibilité de se restaurer, de jouer. Voilà. Enfin, il y a 4 profils de spectateurs. Est-ce que quelqu'un a vécu le Club France à Paris 2024 ? Et est-ce que, je sais pas, Amélie, tu peux en dire 2 mots, ceux qui ont été, en tout cas, en quelques mots, le Club France Paris 2024, qui unanimement quand même a été un grand succès. Qu'est-ce qui s'y passait ? Je connais des personnes dans la salle qui y sont allées, mais ils ne se révéleront pas. Nous, on avait inventé un concept qui s'appelait le Club 2024, et c'était le dérivé en fait du Club France partout dans les territoires. Le but, c'est de faire un lieu de vie qui vive toute la journée et qui accueille donc des publics différents dans la journée. C'est-à-dire que la journée, c'était plus destination famille, initiation sportive. Donc toujours en fil rouge la diffusion des jeux, mais la programmation changeait. Et donc de faire un lieu de vie où on pouvait se retrouver. Il y avait des collectivités qui faisaient des matins pour les seniors, activités sportives, l'après-midi pour les enfants, le soir on passait en mode plus festif. Et en fait on crée un lieu de vie, le sport est présent, les valeurs des jeux, et donc nous c'était toutes les valeurs autour de la pratique sportive étaient au cœur du projet. Et ensuite on rajoutait un ancien athlète qui vient témoigner, voilà, et plein de contenus qui faisaient vivre une expérience autour de la vision de Paris 2024. Ça pouvait être une conférence sur les jeux durables, puisqu'on a fait beaucoup d'innovations sur ce sujet pendant les Jeux. Donc, plein de contenus pour se dire qu'on vient vivre une expérience autour de l'olympisme et du paralympisme, avec la diffusion des Jeux, mais pas que. Et c'est pas les images de la fan zone de foot ou de rugby où on vient pour un match qui dure 1h30 avec ses copains et boire des bières. Ça va vraiment au-delà, parce que les Jeux, c'est des compétitions qui commencent le matin et qui se terminent le soir, et on peut faire vivre ça toute la journée. Mademoiselle, votre réaction quand Oui. ce que vous avez vécu? Alors, du coup, on a tous les deux travaillé, un peu comme Amélie, pour le comité d'organisation des Jeux. Et c'est vrai que quand on se lance là-dedans, on se demande à quel projet on adhère, parce que participer à l'organisation des Jeux, c'est aussi contribuer à un projet qui a des conséquences environnementales, mais pas que. Et le Club France, ça faisait partie de ces moments de célébration qui nous permettaient de partager à la fois avec des proches qui venaient, qui n'avaient pas pu voir les épreuves ou qui avaient vu certaines épreuves, de rejoindre les célébrations des médailles françaises. Donc c'est aussi des moments de partage autour du sport, tout simplement, parce que les Jeux, c'est quand même avant tout du sport. Donc là, maintenant, avec Alpes 2030, on se demande si on a envie d'y retourner, et si on le fait, pourquoi on y va. Donc c'est aussi des questions qu'il faut se poser dans la conception et l'organisation des Jeux. Moi, j'aimerais bien entendre Thierry, toi qui, là, si tu prends ta casquette d'habitant, on parle de faire vivre les Jeux sur le territoire des belles villes. T'en penses quoi ? Au risque peut-être de choquer certaines personnes, c'est vrai que, d'autant plus que j'ai été très actif au moment des JO 92 pour l'organisation de l'épreuve que nous avions sur les Ménuires. Très franchement, j'ai entendu votre discours. Peut-être qu'il me fait douter, mais je ne suis pas hyper optimiste sur les retombées qu'on va pouvoir avoir dans nos établissements par rapport à des Jeux qui sont organisés sur 2 régions, par rapport à des problématiques d'environnement, de déplacement, de mobilité. Ce n'est pas tout à fait conforme à mes valeurs. Puis je pense que les JO d'hiver, c'est quand même pas les JO d'été. Voilà, donc ma position est quand même plutôt tranchée de dire je ne suis pas spécialement favorable, et je dirais même encore plus loin. C'est-à-dire que tous les gros événements comme les Jeux et le Tour de France, franchement, là pour parler très concrètement et très basiquement, le Tour de France est arrivé à Val Thorens en 2019. C'est sûr, pour nous, c'était une journée où on ne bosse pas. Donc l'intérêt qu'on a, c'est 0. Voilà. Et qui est capable de me dire qu'il y a des retombées incroyable du Tour de France parce que nous avons été ville étape? Moi, il faudra qu'on m'explique. Parce que qui se souvient, à part peut-être quelques personnes dans la salle, que Val Thorens a accueilli le Tour de France? Je peux vous dire qu'on peut interroger beaucoup de gens, il n'y a personne qui s'en souvient. Et quand moi, je finis... Je peux pas interroger les 1 milliard de téléspectateurs qui suivent le Tour de France, quand même. Ouais. Enfin, il peut y avoir débat là-dessus. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on interroge des gens qui ne sont pas forcément familiers du ski et du monde du sport d'hiver, en leur disant où est-ce qu'a été organisé les championnats du monde en 2023. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réponses qui vont nous donner la bonne réponse en disant que c'était Méribel et Courchevel. Juste un mot, moi, Stéphane. Après, Nico, je te donne la parole, mais est-ce que, de façon tout à fait objective, donc en dehors JO même, mais je veux dire de façon objective, de façon sociologique, est-ce que des grands événements comme les JOP ou d'autres peuvent être
l'un des moyens, l'un des leviers, des stimuli de créer des élans qui peuvent avoir un héritage derrière, de créer des élans qui peuvent amener certains changements de modèle, de changement de vie, en tout cas amorcer, en tout cas, pas une révolution, mais amorcer des choses. Oui ou non? Est-ce que ces moments populaires, de liesse populaire, peuvent être aussi utiles et efficaces pour faire passer certains changements? Pour faire passer des changements, non. Franchement. On peut avoir un moment de cohésion nationale, de fierté nationale, un peu de chauvinisme, et pourquoi pas. Bon, une semaine après, c'est fini. Hein. Il n'y a plus personne qui en parle de ces moments-là, il faut bien le voir. Moi, l'héritage de tout ça, je le vois de manière beaucoup plus structurelle. C'est-à-dire, si on est capable, mais malheureusement, on n'a pas le temps, là est mon objection, mais si on était capable de faire de la vraie rénovation énergétique de ces bâtiments-là, mais à un niveau qu'on n'a pas encore vu en France, et si on était capable de faire du bâtiment énergie positive pour tout ce qu'on va faire, là, je dirais, OK, let's go. Mais je doute fort qu'on soit capable de faire ça en seulement 4 ans. J'y crois pas, en fait. L'autre élément pour moi de différenciation avec Paris, c'est pas seulement sur la nature des jeux d'été-hiver, c'est que Paris, c'était sur un seul territoire avec des élus et des services qui sont capables de bosser ensemble, qui ont l'habitude. Et là, on se retrouve sur des régions, mais combien de communautés de communes, combien de collectivités territoriales qui n'ont jamais bossé ensemble? Je suis pas sûr que Paris, ça a été très très simple politiquement non plus. Hein. Non, mais là, c'est pire. C'est qu'ils n'ont même pas l'habitude de se parler. Je suis pas sûr qu'on soit le gouvernement. Non, mais s'engueuler, c'est aussi se parler. Hein? mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune expérience institutionnelle, organisationnelle précédente pour dire on va capitaliser ensemble de tout ça. Donc, j'ai des doutes là-dessus. Mais si on était capable, si on avait pris la décision en 2020 pour 2030, avec 10 ans de construction, de rénovation, etc., là, on aurait pu faire quelque chose, non seulement d'exemplaire, mais dans lequel les gens vont vivre dans les bâtiments qui, pendant 30 ans, vont être confortables, ne consommeront pas, ils vont être des lieux sains de vie, etc. On peut faire en plus de la mixité sociale là-dedans. OK. Mais là, on a 4 ans. C'est la problématique du temps qui est la différence entre les Jeux de Paris et Alpes 2030. Il y a cette problématique-là, temporelle, et du coup, il y a aussi la problématique d'où ils viennent. Et ça vient d'en haut, c'est top-down pour le Alpes 2030, où c'est une candidature politique, en fait, donc qui ne prend pas en compte les territoires au départ, alors que la candidature de Paris 2024 a été réfléchie avec les territoires. Voilà, donc ça c'est la deuxième différence qui fait que l'héritage il sera forcément moindre. Et sur le changement structurel, la question par rapport au changement structurel, si on revient sur l'exemple des fan zones distales et du changement de modèle, je pense que les grands événements peuvent insuffler, en tout cas moi c'est la conviction que j'en ai quand je travaille sur ces fameuses fan zones à distance, c'est de proposer un nouveau modèle en fait, et c'est de changer en fait le mode de réflexion par rapport au... J'arrête de me déplacer, de prendre l'avion pour aller voir un match de rugby, ne serait-ce que même en Écosse, quoi, ou une autre compétition, mais je peux la voir différemment de chez moi. Donc ça peut insuffler quand même des changements de comportement. Et peut-être juste pour compléter rapidement, le CIO, la première fois que j'ai rencontré le CIO, une fois qu'on avait gagné les Jeux en 2018, ils nous ont dit on compte sur vous parce qu'en fait, c'est vous en tant que COJO qui allez nous faire innover. Nous, CIO, institution un peu vieillissante avec ses défauts, c'est à vous de nous bouger. Et nous, on les a bougés à Paris 2024 et j'espère que là, sur Alpes 2030, ils vont avoir encore le temps. Et c'est là où il y a une différence entre nos deux COJO et j'en ai bien conscience. Mais ils vont réussir à côté Alpes 2030 à choisir quelques sujets, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire tout, mais se dire sur ces quelques sujets-là, on fait évoluer le modèle. Et là, il faut qu'ils choisissent leur bataille. Il ne faut pas qu'ils tardent à les choisir. Ils commencent à les adresser pour qu'il y ait un vrai héritage sur quelques sujets et qu'on choisisse collectivement ces sujets-là. Il y a des enjeux de concertation, on le sait, mais se dire demain, qu'est-ce qu'on choisit pour se dire on fait évoluer les jeux. C'est peut-être les fan zones. Par exemple, vu le concept des Jeux d'Alpes 2030, il ne pourra pas y avoir un Club France comme il y a eu à Paris où on a rassemblé tout le monde. Donc il faut se dire déjà, est-ce qu'on fait 4 petits Clubs France dans les clusters? Est-ce que en fait, même au niveau d'ici, on ne peut pas faire Courchevel, La Plagne, en fait, il faut en faire 3, Val d'Isère, donc tu divises, mais est-ce que tu prends ce parti pris-là parce qu'il fait sens d'un point de vue mobilité? Après, ça implique des coûts, parce que si tu fais plus de sites, ça coûte plus cher, mais ces questions-là, il faut qu'ils se les posent, et il faut qu'ils se les posent maintenant. Héritage, on a un exemple aussi avec Fabien.
Donc Fabien Meyer-Hofer, réalisateur, et donc justement en parlant d'héritage, tu t'y es intéressé aussi. Oui, il y a 2 ans, on a fait un film avec des amis. On allait visiter les anciens sites olympiques. Donc on a fait Sarajevo, Chamonix. On allait à Cortina, qui était aussi un ancien site et c'était une transition pour aller voir que c'était aussi la suite, qu'ils allaient accueillir un peu les Jeux Olympiques cette année. Et on allait faire un peu un bilan, voir ce que les gens en pensaient sur place et qu'est-ce qui restait en fait. Parce que nous, on est hyper habitués sur Albertville 92 que tout est réutilisé et bien réutilisé. Et en fait, on s'est rendu compte, même à Cortina, que rien n'était réutilisé et que c'était plutôt cata. Voilà. Ouais. Dans la préparation de ces Jeux Olympiques, tout a été fait pour éviter les dépenses superflues et le gigantisme. À tel point que le budget des Jeux a été réduit de 163 à 135 millions de dollars. Et chacun y est allé de sa poche. Par référendum, en effet, les habitants ont donné 2,5% de leur salaire pendant 4 ans pour les Jeux et pour la ville. Évidemment, tout le monde espère bien ici que les Jeux Olympiques d'hiver et la venue à Sarajevo des athlètes et des journalistes du monde entier donneront des idées à quelques touristes skieurs en mal d'horizons nouveaux. Les Jeux Olympiques modernes sont la prolongation de la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique, remis au goût du jour en 1894 par le baron français Pierre de Coubertin. Départ de 200 €, 20 balles. 20 balles. Ça va. J'ai construit tout mon début de vie autour du rêve olympique. T'as vu, il y a 2 locaux là qui montent là-haut à pied, je pense, en snowboard. Eux, ils vont chercher la poudreuse. Donc il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie, j'imagine. J'ai malheureusement pas réussi à y participer, alors en lice pour ceux de 2010 en ski de boss. Aujourd'hui, le méga événement ne fait plus l'unanimité. Découvrir Sarajevo, c'est mettre la lumière sur une étoile filante au cœur des Jeux modernes. Voilà un peu pourquoi on est là. Le 18 mai 78 annonce l'accueil des Jeux pour la ville yougoslave de Sarajevo. Pour cette ville, c'est la chance de passer de terra incognita à ville olympique. Ce jour, le monde se tourna sur Sarajevo et Sarajevo sur le monde. Ces Jeux, c'était la chance de se développer touristiquement à travers les sports d'hiver. En pleine guerre froide, l'accueil d'un tel événement, c'était un super message de paix. Pour la première fois dans l'histoire, un territoire communiste accueillera l'événement en hiver. Pour ce qui est de notre périple ski au pied, on était bien loin de 1984. On allait se contenter des conditions actuelles, peu de neige naturelle et un enneigement artificiel limité par le manque d'eau. 2024 quoi. Les Jeux de Sarajevo étaient avant-gardistes, autant sur l'intégration des infrastructures que sur le plan architectural. Le respect de l'environnement et l'implication des populations locales étaient au cœur du projet, impensable pour les années 80. En arrivant sur les différents sites, nous constatons qu'ici, le temps n'est pas le seul à avoir eu un impact sur les infrastructures olympiques. En effet, la guerre que Sarajevo aura connue de 92 à 96 aura complètement ruiné ce qui avait été construit pour accueillir la grande fête. Les Jeux, ça aurait été là, il y a 40 ans, c'était à cette époque-là, il n'y a pas un brin de neige. Le voyage, c'est aussi les rencontres. Et grâce à celle de Mustapha, le gardien des tremplins, nous irons à la découverte d'autres sites emblématiques. But hotel is not in function. And this other thing, this is shade, really shade. En visitant les ruines de l'hôtel Igman qui accueillirent bon nombre d'athlètes pendant les épreuves et fut un haut lieu lors des conflits armés, c'est avec beaucoup d'émotion que nous voyons le passé. Ils n'ont pas pris soin de l'hôtel, hein ? Il est difficile d'imaginer l'avenir, puisque, comme de nombreux sites, tout projet futur de réhabilitation est extrêmement compliqué. C'est en quittant la ville des Jeux Olympiques de l'Espoir qu'on se laisse rêver à l'héritage qu'elle aurait pu avoir sans ce lourd conflit passé. Et je trouve ça beau d'ailleurs de connaître la volonté de ce beau pays d'accueillir de nouveaux Jeux. Construire un événement en 5 années à peine, qui respecte les enjeux environnementaux, développe de nouvelles activités sur un territoire, le tout en partant de zéro, pour beaucoup, ce serait vu comme mission impossible.
Eux l'ont fait 40 ans en arrière. C'est un beau message pour nous tous, je crois. Oui, sur YouTube. Ça s'appelle Retour de flamme. Après, on va à d'autres endroits. On va à Cortina, on va à Sestrières. En fait, là, il y a eu la guerre, donc c'est particulier Sarajevo. Mais si on va juste chez les voisins à Sestrières, le bobsleigh a été abandonné directement après les Jeux. Ça a servi juste pour une seule Coupe du Monde après les Jeux de Turin. Et c'est à l'abandon depuis. Voilà. Okay. Bon, pour être complètement équilibré, parce que c'est quand même très marqué, moi je connais Rosa Couture, ça marche très bien. Donc ça a été des dérives financières fantastiques, mais Rosa Couture a des très bons chiffres aujourd'hui. Donc Rosa Couture, c'est la station qui a été construite pour les Jeux de Sochi. Donc il n'y a quand même pas que des choses qui sont abandonnées. Oui, bien sûr. Pour équilibrer le... Ouais. On peut voir qu'Albertville, ça a été hyper bien utilisé. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans le film en fait, d'Albertville, parce qu'on est assez mal habitué par rapport à ce qui s'est passé, même à Cortina, où le tremplin est laissé à l'abandon. Là, ils en ont fait un nouveau. Et ils étaient en train de couper une forêt pour faire une nouvelle piste de bobsleigh, juste avant qu'on arrive. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour cette proposition, Fabien. Ça pose la question de l'héritage et en fait, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Qu'est-ce que vous imaginez encore sur un héritage sur les Alpes, même au-delà de votre territoire ? Qu'est-ce que ça pourrait être les prochains JOP 2030, mais aussi, pourquoi pas 2034 ou 2038 ? Est-ce qu'il y a des idées sans aucune contrainte, parce qu'on n'est pas là pour faire le prochain COJOP pour l'instant, qu'est-ce que ça pourrait être ? Comment ça pourrait évoluer ? On a parlé peut-être, vous avez tous entendu parler peut-être de nouvelles activités sur les JOP qui seraient proposées, de nouvelles façons de vivre ces JOP, de nouvelles façons de les établir dans le territoire. Est-ce qu'il y a des idées, des envies ou des questions et ne vous gênez pas ? Moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux JO de 92, ça a quand même été une aventure humaine. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui était... c'était des groupes de bénévoles, c'était des actions qui ont duré pas qu'une journée, il y a eu de la préparation avant. Donc je pense que les JO, c'est aussi une aventure humaine. Donc les JO 2030, si on veut les réussir, il faut aussi que ça soit une aventure humaine. Donc il faut arriver à emmener beaucoup de monde, des bénévoles, etc., pour que ça soit une vraie aventure, côté humain déjà. Voilà. Et après, tout ce qui est nouvelle épreuve, je suis tout à fait d'accord. Il y a des épreuves qui sont abandonnées, pour sûr, vu le changement climatique, quoi. Et ça pourrait être quoi, ces nouvelles épreuves, justement ? Parce que c'est un vrai sujet, je vous assure, à un niveau COJOP actuellement, et discussion avec toutes les instances. Nous, dans les belles villes, on est plutôt freeride, par exemple. Mais Fabien pourra en parler mieux que moi. Alors moi, je continue une question avec vous tous. Est-ce que ces nouvelles épreuves JOP 2030 pourraient être des épreuves hors neige ? Est-ce qu'il pourrait y avoir, de façon hybride, des épreuves, celles que vous connaissez, et puis des épreuves qui ne nécessiteraient pas forcément de la neige ? Est-ce que ça vous semblerait plausible ? J'ai encore parlé, moi je suis de la montagne, donc moi ça ne me gênerait pas du tout qu'il y ait des épreuves sans neige de montagne. Voilà, qui ont rapport à la montagne, qui se font dans la montagne, puisque c'est quand même le territoire. Voilà. Oui. On parle de jeux de montagne à ce moment-là, dans ces cas-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ces sujets ? Je peux poser une question, en fait. Ouais. Je crois que tu allais me répondre. Vous avez... Non, je n'ai pas la réponse. Non, j'ai okay. vraiment une vraie question. Hein. Vous avez entendu l'accent. Et ça vous ferait quoi si on limitait les Jeux d'hiver là où on peut les faire ? C'est-à-dire Canada, Russie, Norvège, Suède, Finlande, grosso modo. Mais pas ailleurs. Dans le nord de la Chine aussi. Moi, je dis d'abord dans le questionnement sur les JOP, quel héritage, je dirais que c'est un peu stupéfiant comme sujet, si je peux me permettre de réagir à ça. C'est que pour l'instant, on a quand même l'impression que les JO 2030, ils ont du plomb dans l'aile, quoi. Guémard qui a décidé de se retirer, Fourcade, tous les jours on entend quelqu'un s'en va de... Guémard, il est déjà revenu sur ça. Hein. Non, mais attendez, je dis simplement, en termes d'image et de projection, nous en plus on se dit on n'est pas concerné puisque
clairement, on dit c'est Val d'Isère qui doit prendre sa décision. Et si ici, il y a quelqu'un dans les Trois-Vallées qui doit se servir, c'est Courchevel. Donc, nous, on se sent... Qu'est-ce qu'on va faire? L'héritage. Moi, je me souviens que quand je dirigeais Tignes, il y avait eu on savait très bien que si les Italiens avaient des bons résultats au JO, à ce moment-là, on aurait des Italiens qui viendraient skier chez nous. Ici, on va dire, s'il y a plein de neige, que c'est une belle saison, qu'en plus, il y a les JO, moi, je n'appelle pas ça des fan zones. On va faire des animations dans les bars, etc. On va en profiter. Mais moi, je ne vais pas appeler ça un héritage des JO de 2030. Non, on va faire notre activité, qui est l'activité d'une station de montagne, pendant l'hiver, pendant une belle saison, faire en sorte qu'il y ait le maximum de monde et qu'on s'amuse bien. Si par contre, on est en train de nous dire, on va taxer ceci, on va faire des fan zones pour que pour que le CIO s'en foute plein les poches, non merci. Alors maintenant, sur la deuxième question qui est, est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux sports? Moi, je reformule ça autrement, parce que je connais un petit peu cet environnement-là. C'est qu'effectivement, il n'y a plus de place pour les jeux d'été. Donc, tout ce qui peut se proposer, ça peut venir aux jeux d'hiver. Je fais du triathlon. Il y a du triathlon, je faisais du triathlon, j'ai un peu passé l'âge. Maintenant, il y a du triathlon d'hiver qui va se mettre en place. Donc, pourquoi pas le triathlon d'hiver? Mais alors après, on va nous dire, pourquoi pas le bridge? Parce qu'il n'y a pas de place l'été, puisque maintenant, le bridge, c'est un sport. Les échecs, c'est un sport. Non. Il y a des trucs qui sont bien, qui sont sportifs, compétitifs, actifs, physiques. Et pourquoi pas profiter du fait qu'on n'a pas besoin de neige pour les faire, pour venir les faire aussi sur les JO. Mais très honnêtement, ce n'est pas une question pour les belles villes, ça. C'est une question pour n'importe qui, n'importe où. On est d'accord pour replacer pour tout le monde, hein. Quand on parle d'héritage, nous, quand on titre héritage, on ne titre pas forcément héritage de la station qui va organiser, hein. Si on revient à 92 et à l'exemple du désenclavement, les Hautes-Alpes, par exemple, puisqu'on entendait parler tout à l'heure Yvan Chex, eux, leur objectif, c'est que les JOP aident au désenclavement de la vallée de la Guisane et donc de Serre Chevalier. Donc l'héritage, la vision de l'héritage, est-ce que ce que ça laisse pour les territoires et non pas forcément pour les sites, également pour les sites, mais pas forcément que pour les sites. On a une question, une réaction. C'était pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux jeux dans des lieux où on serait en fait sûr d'avoir de la neige. Et moi, en fait, 2030, oui, c'est pas dans pas longtemps. Mais si on regarde un petit peu plus loin, à quel moment on réalise qu'on va avoir de moins en moins de neige, des problèmes d'eau, et qu'il y a un moment, là, en fait, on parle comme si nos stations, elles allaient progresser, continuer à progresser pendant encore plusieurs générations. Enfin, il y a un moment, moi, je le vois pas comme ça, parce que pour moi, il y a un moment, ça va s'arrêter. Enfin, il faut regarder les choses comme elles sont, et toutes les données que l'on a scientifiquement par rapport à nos stations, par rapport à l'enneigement, etc. Mais parler de JO après 2030, espérons déjà qu'on aura de la neige, quoi. Enfin, voilà. Moi, je veux bien rebondir. Je peux rebondir, Laurent ? Oui, mais c'est pour ça qu'on posait la question des JO de montagne, justement, et de pouvoir peut-être les faire évoluer. Encore une fois, c'est une question ouverte, sur pas que de la neige, mais plus largement pour commencer à instaurer le fait que non, il n'y aura pas la neige éternellement, bien entendu. Alors oui, et ça pose la question, justement, d'un territoire qui va avoir les Jeux versus un territoire qui n'a pas les Jeux. Et du handicap pour le territoire qui reçoit les Jeux, dans le cadre de la transition. Donc ce que vous venez de dire. Le territoire qui va recevoir les Jeux là pendant 4 ans, 5 ans, il est focus. Toute son énergie, elle va être phagocytée par l'organisation des Jeux. Ça va leur bouffer toute leur énergie humaine, mentale, tout. Et la chance, quelque part, des territoires qui n'ont pas les Jeux, c'est de pouvoir réfléchir à autre chose, et réfléchir à cette transition-là. Donc pour moi, l'opportunité, elle est là. Donc ne pas avoir les Jeux, c'est une vraie opportunité dans un long terme, okay, pour les stations. Et puis tant mieux si à un moment donné,
des Alpes, enfin les JO Alpes 2030 se passent bien et puis qu'il y a des retombées, voilà. Mais déjà, ce qu'il faut voir, c'est structurellement que vont devenir nos territoires. Et la vision à long terme, elle est plus, faut se préparer sans les Jeux. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, madame, à ce moment-là. Oui, on vous donne la parole juste après. Est-ce que ça pourrait pas être justement, à ce moment-là, un vrai éclairage et un vrai cri d'alerte, enfin en tout cas un vrai signal d'alerte, c'est GOP 2030, de justement dire voilà, c'est peut-être les derniers qui se feront comme ça, il faut maintenant accélérer pour penser autrement la vie des territoires de montagne. Si en 2030 il y aura de la neige et si tout se passe très bien et tant mieux, il y aura des voilà, ce sera formidable. Il n'y aura pas cette réflexion. On est en 2026 bientôt, on n'a pas cette réflexion. Que vont devenir nos stations dans une génération? Mais à quel moment dans nos stations on en parle? Parce que là, on va tous sur des... on attire des gens qui sont de plus en plus aisés. Dans les... Enfin, voilà, moi, je suis de la vallée d'à côté. On n'attire pas... Ça monte en gamme. C'est super, ça monte en gamme. Mais ces gens-là, quand il y aura moins de neige, quand il y aura de moins en moins de neige, parce que c'est ce qui nous pend au nez, ils vont aller où, ces gens-là? Vous croyez qu'ils vont venir habiter en montagne toute l'année, ces gens-là? Moi, j'y crois pas non plus. Parce qu'ils n'ont ni les métiers, ni le mode de vie qui correspondra à nos milieux montagnards. Mais par contre, là, on monte en gamme et on attire de plus en plus ces gens-là. Moi, je suis très inquiète sur l'avenir de nos stations. Pour l'instant, c'est tout beau, tout rose, c'est formidable, et on en profite. Mais je ne suis pas sûre que les jeunes qui arrivent derrière, eux, ils vont connaître la même chose que nous. Vous avez raison, et pendant le changement, si on arrête de parler de station et qu'on parle de territoire, déjà, c'est bien. Parce que station, c'est que lié à l'activité touristique et au ski. Pensez territoire. Bonjour, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que les territoires hôtes des Jeux ne vont pas engager de transition grâce aux Jeux. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que justement, les Jeux, c'est aussi l'occasion de se pencher en fait, sur ces questions et d'attirer le regard sur la montagne et sur l'avenir qu'on en fait. Et comme on le disait pour les Jeux de 92, ça permet quand même quelques avancées et d'engager aussi un certain budget dans des projets de rénovation ou de mobilité notamment. Donc, je pense que justement d'accueillir les Jeux, c'est en fait ça va créer de l'émulation et créer justement ce type de conférence. Et en fait, le but c'est que les gens se parlent entre eux, les collectivités hôtes, et voilà d'engager cette transition. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Ah ben, ouais, mais je reviens à ce que je disais. Je voulais revenir sur ce que je disais sur le temps. C'est qu'effectivement, il y aurait une superbe opportunité de faire quelque chose que Paris a fait, si on avait le temps de le faire. Et si on avait une expérience. Et puis, franchement, le territoire de Paris en général, le Grand Paris, n'est pas complètement con non plus en matière d'innovation, de transition. Je ne suis pas sûr que tous les territoires seront également équipés en termes d'apprentissage institutionnel, organisationnel pour faire ça. C'est peut-être le coup d'éclairage qu'il faut pour catalyser et accélérer. En 4 ans. Ce qu'on a titré, nous en tout cas, ce qu'on a travaillé sur le document qu'on a fait qui s'appelle Versant Futur, c'est que ces JOP soient un accélérateur de tout ce qu'on est en train de dire ici. On ne sait pas si ça marchera, mais c'est peut-être l'occasion. On a une question ici, oui. Oui, moi c'était plus donc Didier Bobillier. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit sur le fait que les stations ne réfléchissaient pas à l'avenir ou à ce qui se passait au niveau du changement climatique. Je crois qu'il faut tuer un petit peu ces idées-là parce que on fait tous, nous en tant qu'exploitants de remontée mécanique, et je me tourne aussi vers la régie des pistes qui est concernée, on a des études prospectives qui sont extrêmement précises et qui tiennent compte du scénario le plus négatif, on va dire, proposé par le GIEC, avec je dirais à horizon 2100, une plus 4 degrés de température moyenne. Et on sait que globalement, dans nos stations d'altitude, on est tranquille, on va dire, enfin on est tranquille. On a la possibilité d'exploiter, y compris de la production de neige de culture, jusqu'aux alentours de 2050. Donc ça nous laisse quand même des projections intéressantes. Donc il faut le rappeler. Et de dire qu'on ne s'en préoccupe pas, ce serait mentir, parce que c'est nos préoccupations au quotidien. On réfléchit à comment maintenir une activité économique autour du ski et comment mieux se préparer
à passer les virages et les transitions par lesquelles on devra forcément passer à un moment ou un autre, puisque on est bien conscient qu'un jour ça s'arrêtera. Et pour répondre à Stéphane qui disait mais finalement est-ce qu'il ne faut pas laisser les jeux dans les endroits où on peut encore les faire, c'est exactement ce qu'on fait. En 2030, en France, on peut encore organiser des Jeux Olympiques. Mais je suis d'accord que peut-être au-delà de 2050, il faudra se poser la question. Et le COJO le fera, se dire les Jeux Olympiques, il faut peut-être les faire à des altitudes ou en tous les cas des latitudes plus intéressantes en termes d'enneigement, où il y aura plus de froid. Donc en Russie, peut-être au nord de la Chine, ou peut-être dans des pays qui seront moins scrupuleux que nous et qu'organiseront, on parlait de l'Arabie Saoudite, mais vous avez tous, j'ai cet exemple-là en tête, il ne faut pas centrer le monde sur notre Europe occidentale. On a peut-être un peu trop eu l'habitude que les choses se passent en Occident. Il y a quand même une balance qui est en train de se passer au niveau international qui fait que peut-être demain, ce n'est pas chez nous qu'on viendra faire les Jeux Olympiques, on ira les faire dans des pays qui auront une autre vision du monde et on est centré uniquement sur la nôtre aujourd'hui. Voilà, c'était simplement la petite réaction que je voulais avoir en entendant les discours des uns et des autres. Effectivement, vous avez raison sur la question de l'enneigement en haute altitude sur les stations de haute montagne. En fait, il y a eu plusieurs études qui montrent un peu d'impact négatif, d'autres plutôt d'impact positif du changement climatique et d'autres rien. Quel que soit en fait le scénario en haute montagne, pour les scénarios de basse et moyenne montagne, là, il y a consensus. C'est que, demain, on va arrêter de faire du ski. D'ailleurs, basse montagne, on commence déjà à arrêter. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va attirer plus de clients vers le haut. Les gens ne sont pas cons. On va augmenter les prix. Et donc, on va se retrouver avec des stations de haute montagne faites pour les riches. Donc, les autres vont faire quoi? J'entends, c'est déjà le cas. Oui, mais et puis il n'y a encore rien. Hein. Donc, ça là-dessus, je vous rejoins. Moi, la question que je veux poser pour les stations de haute montagne en particulier, c'est est-ce qu'il va y avoir quand même des efforts de transition? Est-ce qu'on va se servir du 30 ans d'avance que vous avez sur les autres pour dire, on a encore 30 ans, voire 50 ans d'activité, pour quand même faire de la transition, pour faire de la diversification et pourquoi pas penser un peu plus territorial pour qu'une partie des bénéfices, et je ne parle pas que de l'économie dans la vie, découle aussi vers le bas, c'est-à-dire vers les stations de moyenne montagne, qui peuvent être peut-être aussi des viviers de diversification économique qui pourraient servir à ce qui se passe en haute montagne. Ça, ce sont des questions qu'on pose sur les relations, par exemple, entre la ville et toute la campagne et le rural qui est autour. Quel service la ville peut offrir à la campagne ou au rural qui est autour et quels services, en échange, on peut recevoir en ville. Pourquoi pas aussi penser dans cette direction-là plutôt que seulement dans cette direction-là. Allez, on va faire un... Non, mais bien sûr, je vous laisse encore toute la parole. Juste, voilà, on va faire un dernière réaction de nos intervenants et de la salle, bien entendu. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qui voudra encore faire les Jeux Olympiques? Parce que là, ce qu'on voit pour 2030, c'est qu'il y avait la Suède et la Suisse qui voulaient aussi se positionner, mais la Suisse, ils voulaient faire un référendum, donc du coup, ils se sont fait chanter, parce qu'on ne fait pas de référendum pour ça. Et la Suède, ils ne voulaient pas faire le chèque en blanc s'il y avait un dépassement de dépenses, donc du coup, ils se sont fait chanter pour ça. Donc en fait, il ne restait plus que la France pour faire les Jeux 2030, quoi. Faut quand même pas oublier. Non, et pour être très exact, en fait, la candidature a été fléchée par le CIO vers la France parce qu'on n'a pas fait de référendum justement de concertation citoyenne et que les deux autres pays voulaient faire une concertation citoyenne et c'était un vrai risque. Voilà. Et ça revient, et elle revient là parce que c'est une obligation. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet d'évolution du modèle et sans avoir un discours naïf pro-jeu, parce que je ne suis pas 100% pro-jeu, il y a les défauts, mais je me dis, ils sont là et donc en fait, on a un enjeu sur les 4 ans à venir et de construire l'héritage. Il se construit maintenant. En fait, il ne faut pas attendre de savoir s'il y aura de la neige pendant les Jeux en 2030. Il faut se dire qu'il y en aura peut-être, il n'y en aura peut-être pas, mais dès maintenant, on travaille. Et 2030, c'est qu'un jalon de la montagne de l'après. En fait, le COJO, fin 2030, il n'est plus là et puis on passera à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils auront réussi à lancer comme élan et au-delà de tout l'écosystème, en fait, les jeux, ils sont là et qu'on soit d'accord ou pas, finalement, servons-nous-en pour avancer, pour faire progresser la montagne. Et voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est comme ça qu'on a réussi aussi à faire beaucoup de choses chez Paris 2024 et j'espère qu'on va y arriver sur 2030. C'est la position de Mountain Riders et de Mountain Changemakers, qui est de dire, voilà, ils sont là, de toute façon, maintenant, comment on fait bouger les lignes à l'intérieur? Et pour répondre à la demoiselle tout à l'heure, sur quelque chose de très concret,
Là, à partir de maintenant, les territoires ils vont recevoir un cahier des charges qui est très très complexe de la part du CIO et mettre tout ça en place. Ils n'auront pas le temps de réfléchir, par exemple, sur tous les territoires qui sont engagés dans une démarche flocon vert. Et ils n'auront plus le temps de mettre cette énergie là-dessus parce qu'ils vont se dire faut qu'on crée un parking de tant de temps de place. Il faut qu'on crée une deuxième route pour que les athlètes puissent accéder. Voilà. Donc, en fait, alors ça peut se faire de manière concertée, de manière intelligente, okay, mais ça ne remplacera pas une vraie réflexion sur la transition. Est-ce qu'il y a des dernières réactions? Hop, je te prends le micro. Moi, c'est une réaction par rapport à ce que vous avez dit, madame. Et c'est vrai que c'est toujours assez interpellant, stimulant, contrariant, selon l'humeur dans laquelle on est au moment où on entend ça. Et je rebondis sur ce que dit Didier, mais on n'est pas les seuls. Il y a Benjamin, le patron de la régie des pistes, il y a le monsieur le maire qui est ici, qui est arrivé. Comment dire? Là, on a passé 2 jours sur les rendez-vous de la transition. C'est le bureau de l'Office de tourisme qui les a mis en place avec la collectivité. Si ça existe ces 2 jours, c'est qu'on ne fait que se poser ces questions-là, vraiment, et que ça nous occupe matin, midi, soir et au-delà, et que voilà, on n'a pas du tout la science infuse. Je rejoins ce que dit Didier, on essaye de préserver l'existant, de s'en servir, de penser au reste. Aujourd'hui, l'Office de tourisme, je parle que de ce que je connais, c'est 30% de notre budget qu'on met sur l'été pour... allez, 5% des retombées économiques. Donc, en tout cas, ne croyez pas qu'on n'est pas conscient, ne croyez pas qu'on ne pense pas à la suite, ne croyez pas que parce qu'on dit qu'on a encore de l'avenir jusqu'en 2050, ça veut dire qu'on ne fait pas le reste. C'est bien tout ça en même temps. Et qu'on est aussi, parfois, on n'a que 365 jours et des journées de 24 heures pour faire tout ça. Donc, on a besoin de vous tous pour nous apporter vos regards. Et effectivement, on ne communique probablement jamais assez sur autant d'échanges. Voilà, en tout cas, j'espère que ces 2 journées-là vous ont permis au moins ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais on n'est pas que préoccupé. Le maire a mis en place un comité stratégique Vallée et dans lequel on ne parle que de ça. Et la dernière conclusion du dernier comité stratégique Vallée qu'on a fait en juillet à la Clusa, c'était de se dire en 2050, parce qu'on a fait l'exercice un peu de projection, et on s'était dit il faut qu'on se mette un petit peu des ambitions chiffrées pour nous guider. C'était de dire on ne sera pas sur 100% d'activité touristique, mais sur 70-30, 70 de tourisme, 30% d'autres choses, et qu'au sein du tourisme, ce serait 70 l'hiver et 30 l'été. Et au sein du comité stratégique Vallée, il y a des élus, il y a des chefs de service, et on s'est tous mis d'accord là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, vous dire qu'on n'est pas à côté de la plaque, je crois, pour autant, on n'a pas forcément toutes les solutions tout de suite. Oui, je confirme, puisque Montage Maker, c'est aussi beaucoup de groupes de travail, de prospective sur l'avenir, et que dans ces groupes de travail, il y a plusieurs personnes ici, et que Marlène vient de citer, qui en font partie, qui s'impliquent beaucoup sur les nouveaux récits, sur la place de la jeunesse dans la montagne, sur la mobilité. Donc, en effet, je confirme que tout le monde s'en préoccupe. On arrive au bout des échanges. On va s'arrêter là. On va peut-être garder, en tout cas, si on a envie de continuer à échanger... voilà, on reste encore là quelques minutes, mais on va clôturer cette soirée. Merci à chacune pour le parler vrai. On n'est pas tous d'accord quand même, on a des points de vue différents, mais on a été en capacité de s'entendre et c'est un premier pas. Et moi, je retiens quand même 2 choses que Clébert a évoquées et Marlène aussi, c'est l'enjeu d'avoir une vision partagée, parce que je pense que l'enjeu pour que le ski soit pas simplement une finalité ou que le modèle touristique ne soit pas qu'une finalité, c'est bien que ça soit un outil au service d'une vision. Et donc, il y a des choses en place et ça, c'est effectivement une bonne chose. Ouais, merci à tous vraiment d'avoir été là. Merci à vous 5. Merci à vous tous d'avoir été là. Encore une fois, ces soirées des transitions, on en fait depuis quelques mois déjà. Par contre, le concept Mountain Academy sur 2 jours, c'était la première ici avec Marlène. C'était un concept qu'on a lancé pour la première fois ici. On est franchement extrêmement content parce que sur 2 jours, ça crée une dynamique incroyable. Ça crée des possibilités inimaginables de différentes façons de s'adresser à des personnes, de différentes façons de les faire parler ensemble. Et encore une fois, ce que je viens de dire, c'est de parler ensemble, c'est la concertation. C'est vraiment notre but. On vous l'a dit au début, je vous le redis aujourd'hui. Merci d'avoir participé, merci d'avoir passé ce moment ensemble. Et puis, on espère qu'on vous reverra évidemment bientôt et que vous avez passé une soirée enrichissante ou au moins agréable. Merci beaucoup à vous tous.